Bonjour à tous. Est-ce que le son est bon à distance? Bonjour à tous ceux qui sont à distance, bonjour à tous ceux qui sont dans la Bon- salle. Bonjour. Parfait. Donc, très heureuse d'ouvrir cette 6e session du Meetup NLP Santé que nous co-organisons depuis un peu plus de 2 ans maintenant avec l'Agence du numérique en santé. Ce soir, on a toujours eu des très beaux programmes, mais on est très content du programme de ce soir. Voici peut-être la petite équipe d'abord. Alors, je ne peux pas, je ne peux pas changer les slides. Ce n'est pas grave. C'était juste pour vous présenter toujours la petite équipe pour ceux qui ne connaîtraient pas. Voilà. 2 hommes, 2 femmes. C'est l'ANS, l'INRIA, Thierry Dard, Philippe Gesnoin, Céline Greiner, moi-même, Christelle Ayache, et on a aussi Adrien Coulet qui est là dans la salle et qui nous aide aussi pour l'expertise des dossiers lors des appels à candidature pour INRIA. Et donc voilà, nous sommes heureux ce soir. Nous allons accueillir donc une présentation recherche pour pas perdre plus de temps. Une présentation recherche donc de Perceval qui va nous présenter donc la nouvelle bibliothèque open source EDS NLP. Et puis ensuite, comme d'habitude, nous aurons 3 présentations de cas d'usage d'entreprise qui vont nous présenter donc exactement des briques NLP, en tout cas des cas d'usage. On a Praxis Santé, on a Doctolib et on a Synapse Médecine. Je vous rappelle que ces 3 entreprises, elles avaient été cette année 2025. On a sélectionné les 6 entreprises du premier semestre et du deuxième semestre au premier semestre. Donc les 3 entreprises que vous voyez ce soir, on les avait prévenues qu'elles étaient retenues depuis le premier semestre. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a alors un record certainement peut-être aussi en présentiel, mais on a aussi un record à distance. On a en tout cas hier 218 inscrits en ligne. Donc cette session fait beaucoup d'émulation. On va avoir beaucoup de questions. On va essayer de répondre au maximum de questions. Et du coup, je crois que nous allons commencer tout de suite dans le bain. Je vais appeler Perceval. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Et donc, tu as 20 minutes, 20-25 minutes pour nous faire ta présentation. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous, bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je m'appelle Perceval Weisburt et je travaille à l'entrepôt de données de santé de la PHP, à la direction des services numériques. Et ce soir, je vais vous parler d'un travail collaboratif EDS-NLP, donc une bibliothèque collaborative et modulaire pour le traitement automatique de la langue clinique à grande échelle. Donc, voici la slide d'introduction que je vais passer. Donc, je vais parler d'abord un tout petit peu du contexte. Pourquoi? Après, on parlera de l'architecture, quelle forme on a donné à ça, comment est-ce qu'on l'utilise, et enfin, qu'est-ce qu'on fait de la communauté qu'on essaye de consolider à la PHP, mais aussi en dehors des murs de la PHP. Donc, avant de parler de pipeline, de deep learning et de LLM, je vais commencer par une scène qui va sûrement vous sembler un peu familière, notamment si vous êtes data scientist ou si vous avez été data scientist par le passé. C'est typiquement ce qu'on vit quand on est amené à travailler sur des projets d'extraction d'informations dans les documents cliniques. On nous demande d'extraire un score et ensuite d'y rattacher une date, de le lier à d'autres informations, de repartir du travail d'un collègue, parce qu'après tout, ils ont fait la même chose, donc finalement, on pourrait très bien s'en servir, ou d'adapter un modèle anglais, parce que c'est quick win, et puis ça marche, donc autant le brancher directement, c'est du temps de gagner. De faire passer cet algorithme de quelques milliers de comptes rendus à une cohorte entière de 1 million de patients, parce que ça doit être relativement simple finalement, il suffit juste de faire une boucle fort plus grande, ou bien de faire sans IA, et parce qu'on n'a pas de GPU, soit par conscience écologique, soit par juste manque de moyens financiers. Et donc c'est de là qu'est né EDSNLP, c'est de ce besoin d'avoir un cadre modulaire, reproductible et adaptable qui permette de répondre à ces situations sans avoir tout refaire à chaque fois. Donc, pour traiter les documents, la PHP et les utilisateurs de l'entrepôt de données de santé avaient besoin d'un outil, comme je viens de le dire, et on a constaté en effet que le NLP était de plus en plus utilisé par les data scientists, biostatisticiens et cliniciens-chercheurs. Donc ça, c'est un constat qui a été fait il y a déjà 4-5 ans. Ce n'était pas forcément trivial à l'époque, au moment où l'IA, de manière générale, avait pas emporté une confiance
absolue de la part des médecins, qu'il existait de nombreux algorithmes d'intérêt assez transversal pour extraire des diabètes, des scores, des prescriptions médicamenteuses, des informations de comorbidité comme le tabagisme, que les approches à base de règles étaient performantes mais assez consommatrices en tant que clinicien, qu'il fallait aussi tenir compte de l'évolution régulière des méthodes et des évolutions du SI, parce que les GPU, les cartes graphiques évoluent dans le temps, donc ça aussi, il faut en tenir compte. Que la reproductibilité des études était un facteur très important dans la recherche, mais pas que, mais particulièrement dans la recherche, et que les algorithmes publiés étaient essentiellement anglophones. Et donc pour ça, l'objectif, ça a été de mettre à disposition une bibliothèque scientifique de NLP clinique francophone qui soit robuste, versionnée, co-développée avec des acteurs du monde médical et de la recherche et de l'innovation et du pilotage. Donc j'aime bien prendre un tout petit peu de recul et montrer un peu les jalons que DSNLP a traversés. Ça permet de mieux situer la librairie. En septembre 2021, les premières briques étaient posées à base de règles. Donc par exemple pour extraire les dates. En avril 2022, la bibliothèque a été mise en open source. Puis en mai 2023, il y a eu l'ajout d'une vingtaine de composants pour extraire les comorbidités à base de règles. Puis en octobre 2023, la refonte de la bibliothèque pour accueillir des composants entraînables, notamment avec PyTorch par exemple. En décembre 2023, un système d'inférence unifié pour pouvoir gérer différents types de données, différentes sources de données, différents formats. La publication en juin 2024 de DS Pseudo Public, qui est le modèle de pseudonymisation que la PHP a publié librement sur Hugging Face, puis l'ajout de différents outils, par exemple pour du tuning d'hyperparamètres. Ah, il y a un petit retour. Et plus récemment, l'intégration d'outils de tracking d'expérience pour les data scientists et d'ajout de composants basés sur des services LLM. Donc rentrons un peu dans l'architecture. Quelle forme on a donné à tout ça? Bien, on a cherché à résoudre une équation. Le fait qu'on a tout un tas de cas d'usage spécifiques, par exemple pour faire des recherches de termes spécifiques, de prescriptions, de diagnostics, des relations avec des termes, des marqueurs dans les textes comme les négations, de la normalisation, parce qu'une mesure, elle peut être exprimée de plein de manières différentes. Ça peut être 2 cm, ça peut être 0,2 décimètres. Et puis, le besoin aussi que les algorithmes soient partagés. Donc, on a aussi le besoin, enfin, on a aussi des contraintes techniques, différents formats qui peuvent être faits pour du big data ou non, des infrastructures contraintes, notamment par exemple à la PHP où le réseau est assez fragile, où on a des ressources qui sont assez hétérogènes, donc un mix de clusters CPU, GPU, et où on a des contraintes réglementaires extrêmement strictes, où on ne peut pas partager des modèles n'importe où, même au sein des environnements de la PHP. Là, il y a la nature des textes cliniques, le fait que s'ils viennent de PDF, il peut y avoir des artefacts d'extraction d'informations, que les médecins utilisent un florilège de formulations parce que c'est normal, c'est de la langue écrite, c'est de la langue humaine, et qu'on a des structures spéciales qu'on ne retrouve pas forcément dans des tweets, donc des listes, des sections, des sous-sections. Et enfin, une grande variété de méthodes. Donc, je l'ai déjà dit, de la classification par règles, par machine learning, par LLM, et aussi des modèles hybrides. Et donc, tout ça, ça donne EDS-NLP. Donc, dans l'ensemble, la solution que nous avons adoptée, elle a une API qui est similaire à celle de Spicy. Elle combine les représentations de documents de Spicy, comme je viens de le dire, mais aussi les modules de PyTorch. Le cœur, c'est un système de composants modulaires qui peuvent être combinés sous la forme de pipeline. En pratique, un document, il va être traité successivement par différents composants qui vont y annoter des informations les uns après les autres. Et on a un système qui permet soit d'interagir avec la bibliothèque sous forme Python, soit sous forme de fichier de configuration, ce qui peut être pratique pour la reproducibilité. Du côté des règles, on dispose plus d'une cinquantaine de blocs de construction de blocs. Donc, par exemple, pour extraire les comorbidités, ou extraire les négations, ou extraire les dates. Mais on va aussi avoir des composants entraînables pour composer des modèles de machine learning, on va dire assez classiques à base de deep learning, et aussi plus récemment des composants qui utilisent des services LLM. Et donc là, je mentionne plein d'approches différentes. Pourquoi pas juste faire du LLM aujourd'hui quand il semble tout gagner? La réponse simple, c'est qu'il n'y a pas de solution gagnante sur tous les plans. Avec les règles, la conception est relativement rapide et l'inférence aussi, et on peut les partager très facilement.
ce qui a des avantages dans le contexte réglementaire que j'ai mentionné. Mais la qualité, elle reste limitée dès qu'on sort du cas prévu ou que les motifs à détecter sont un peu trop complexes. L'apprentissage, quant à lui, apporte de bien meilleures performances pour peu qu'on ait suffisamment d'exemples, mais un temps de conception beaucoup plus long, ça peut aller de 6 mois à 1 an pour un projet. Et quand on a fait un modèle, il est souvent non partageable parce que les poids peuvent avoir contenu des informations sensibles sur les patients. Et les LLM permettent un temps de conception très rapide, mais ils sont très très lents à exécuter, très très coûteux, et la qualité dépend beaucoup du contexte et des informations qu'on leur donne. Et donc en pratique, ces approches, elles sont tout à fait combinables. On peut très bien mixer des règles et du deep learning ou des règles et des LLM, ou utiliser des LLM pour préannoter et accélérer l'apprentissage. Donc, quelques exemples de pipeline pour donner un caractère un peu plus concret à ce que je viens de dire. Par exemple, on a la pseudonymisation, où là, c'est un mix entre deep learning qui vient pré-identifier des zones et on vient y rajouter des règles, par exemple, pour extraire les numéros de téléphone des patients ou les adresses mail qui, a priori, sont assez facilement identifiables avec des expressions régulières. On a la détection de comorbidité, où là, c'est l'inverse. On va d'abord identifier des termes clés comme fumeur ou fume ou tabagisme. Et ensuite, on va vérifier avec un module par deep learning qu'il s'agit bien d'une entité qui n'est pas niée, qui n'est pas racontée par le patient, qui n'est pas avirée, on va dire, des extractions. Le même principe s'applique pour les tentatives de suicide, où pareil, ça va être des termes qui vont être identifiés ensuite filtrés. L'avantage de ces deux dernières approches, c'est qu'elles sont très rapides, parce qu'on peut très facilement passer à travers de grands nombres de textes, regarder les mots-clés et ne se concentrer que sur cela. Et donc pas avoir à faire rentrer des documents cliniques entiers dans une GPU. Et on a l'extraction de prescriptions médicamenteuses, où là, c'est un mix entre du deep learning et des règles. Donc, je vais faire un focus très rapide sur les composants entraînables qui sont une des principales nouveautés de DSNLP par rapport à d'autres bibliothèques de NLP. Ces composants permettent d'entraîner des modèles de deep learning directement à l'intérieur d'un pipeline, par exemple pour faire de la détection d'entités nommées ou de la classification de documents. Et chaque composant suit la même structure, c'est-à-dire une fonction pré-process qui va extraire les features, un collègue qui va les regrouper en batch pour les rendre facilement ingérables par une GPU, un forward qui fait les opérations de deep learning et un post-process qui, avec ces informations traitées par la GPU, va annoter les résultats sur le document. Et donc, comme dans PyTorch, ces composants sont imbricables, un R peut tout à fait intégrer un sous-composant d'embedding BERT, par exemple. L'originalité, c'est que cette imbrication, elle ne se limite pas au modèle lui-même comme dans PyTorch. Le preprocess et le collate sont aussi localisés dans la même classe et s'appellent récursivement. Donc, l'avantage de ça, c'est que ça permet une vraie modularité, parce qu'à la différence d'autres types d'entraînement, d'autres types de bibliothèques, ici, on n'a pas un monolithe qui s'occupe d'extraire toutes les features nécessaires et qu'il faut reconstruire dès qu'on modifie un peu l'architecture de la librairie. Et oui, en bonus, on a développé une bibliothèque pour gérer les tenseurs qui sont de taille variable, notamment pour les textes ou pour les PDF qui contiennent plusieurs pages, qui contiennent plusieurs lignes par page et des nombres de mots différents par ligne, et donc qu'on a publié aussi en open source. Donc, à présent, je vais parler un petit peu de l'outillage dans lequel s'intègre cette architecture. Pour accompagner le développement des modèles, une fois qu'on a entraîné et conçu notre modèle, eh bien, on va vouloir, une fois qu'on a conçu l'architecture de notre modèle, on va vouloir l'entraîner. Donc, on a EDSNLP Train qui nous permet de manière assez générique d'entraîner un composant qui ne colle pas forcément à tous les cas d'usage, mais qui donne au moins une structure de base. Et donc, par exemple, pour paralléliser l'entraînement sur plusieurs GPU, pour gérer les jeux de données, on a le tuning pour faire de l'optimisation d'hyperparamètres. Et on a le packaging pour packager un modèle et le diffuser, par exemple, sur Hugging Face ou dans un index PIP, ce qui est très pratique pour partager les modèles entre plusieurs projets. Et donc, une fois qu'on a notre modèle, qu'on l'a entraîné, qu'on l'a évalué, qu'on l'a packagé, on va vouloir l'utiliser. Et donc, l'idée, c'est de faire tourner un pipeline EDSNLP sur n'importe quel format de données, que ce soit un data frame Panda ou un dataset Spark ou des fichiers JSON ou BRAT, sans avoir à réécrire tout le code à chaque fois. Et donc, il faut se placer du point de vue d'une équipe de recherche qui a juste conçu un modèle
et à qui on demande de le faire tourner sur des petites cohortes, des grosses cohortes. Et donc, ce n'est pas forcément le job qu'ils ont envie de faire, de s'occuper de passer, de faire de l'inférence à grande échelle. Et donc, dans le DSNLP, tout repose sur une notion de stream, c'est-à-dire un flux de documents qui va être traité de façon lazy, sans stockage intermédiaire, et ce qui permet de gérer de très gros volumes en chargeant en mémoire que ce qui est nécessaire, et aussi d'optimiser le plan d'exécution en amont. Donc, dans le code à droite, on voit l'idée, on lit les données, on applique le pipeline, on écrit le résultat, tout en gardant la possibilité de brancher d'autres formats d'entrée ou de sortie et d'autres convertisseurs. Et donc, c'est ces convertisseurs, donc là, par exemple, on peut avoir Homop, on pourra avoir Fire à l'avenir, qui s'occupent de faire la traduction entre le format EDSNLP, la manière dont on représente les documents avec Spicy, et la manière dont ils sont représentés dans les tables sources. Et en pratique, ce système unifié permet d'enchaîner la lecture, le traitement et l'écriture dans un même flux de manière optimisée. Donc là aussi, sans plonger dans le fonctionnement de la librairie, on effectue l'inférence à grande échelle en parallélisant à peu près tout ce qu'on peut. Donc on parallélise le pré- et le post-traitement des composants grâce au découpage des modules que j'ai présenté plus tôt, ce qui permet de séparer le pré-processing et le post-processing des opérations sur forward sur GPU. Et donc l'idée, c'est éviter de faire attendre la GPU, parce que quand on a une GPU, on aimerait s'en servir au maximum et pas la faire tourner pendant des heures, sachant que en fait, c'est juste que le modèle, il met trop de temps à extraire les features. Et donc, pour ça, on parallélise sur plusieurs workers différents éléments. Et qu'est-ce que ça donne, cette inférence? Eh bien, en utilisant cette méthode, sans utiliser de GPU supplémentaire, on voit qu'on peut obtenir une accélération qui va jusqu'à quasiment x5 avec une même GPU. Et une observation intéressante, c'est que l'énergie, enfin dire le carbone nécessaire, diminue au fur et à mesure qu'on ajoute des ressources pour l'inférence. Et en fait, ça paraît contre-intuitif, mais ça s'explique très simplement. C'est qu'une GPU, ça consomme beaucoup. Plus le traitement est rapide, parce que les opérations goulot d'étranglement sont accélérées, eh bien, moins on sollicite la GPU et plus vite on peut l'éteindre ou la passer à un collègue. Et donc, enfin, je vais passer rapidement sur la communauté et la gestion de la qualité de cette librairie. Démarrer une communauté, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et pour ça, il faut un système pour gérer les besoins, les retours, les rapports de bugs et s'assurer que le code reste fiable dans le temps. Et donc, EDSNLP, c'est un projet qui a été pensé comme un projet ouvert, collaboratif et versionné, testé en continu sous licence libre. Donc, tout se passe par GitHub. C'est vrai que les utilisateurs signalent des problèmes, proposent des améliorations, échangent sur des fonctionnalités. Les contributions sont ouvertes à tous et on essaye de maintenir un niveau de qualité le plus élevé possible, avec une couverture de tests exigeante sur laquelle je reviendrai. Dès que c'est possible, les composants sont également attribués à leur auteur et à l'équipe qui les a créés. Donc ça, c'est dans la documentation. Et l'objectif, c'est que chacun puisse non seulement contribuer à la bibliothèque, mais aussi l'améliorer, améliorer la documentation. Donc, cette documentation, elle joue vraiment un rôle central pour notre bibliothèque. On a voulu qu'elle soit à la fois robuste, c'est-à-dire toujours à jour, testée régulièrement. La documentation est testée, et aussi collaborative, donc avec un système de commentaires qui s'est révélé assez utile parce que des fois, on n'a pas le temps d'intégrer des modifications et ça permet aux utilisateurs de s'avertir les uns les autres d'un usage ou d'un autre. Elle contient des bouts de code exécutables avec du code cliquable qui renvoie systématiquement soit vers d'autres pages, soit vers des sources. Des notes communautaires, donc je l'ai mentionné, et des références aux publications scientifiques, soit développées par les équipes, soit développées à l'extérieur. Par exemple, pour les documentations sur les transformers, c'est pas de nous, mais on l'indique quand même. Et les fiches de composants sont autogénérées à partir du code, ce qui permet de s'assurer qu'à chaque fois, le code reste synchronisé avec la bibliothèque. Et donc, pour finir, voici quelques statistiques un peu tape à l'œil. Donc, le projet a été cité ou mentionné plus de 20 fois dans la littérature. Il dispose de 57 composants aujourd'hui, testés avec 868 tests qui couvrent quasiment 97% du code, ce qui est a priori une très bonne qualité de code. C'est aussi 27 contributeurs et contributrices directes au code sur GitHub. Ici, les étoiles, j'ai pas eu le temps de les mettre à jour, mais on a à peu près 140 étoiles et 800 000 téléchargements. Et enfin, la bibliothèque, le modèle de pseudonymisation dont je parlais en début de présentation, il a été téléchargé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est utilisé par tout le monde, mais il a été téléchargé par près de 110 organisations, ce qui marque l'intérêt au moins pour ces développements.
Voilà, donc la feuille de route de la bibliothèque, elle est susceptible de changer, c'est une tentative. Mais donc d'ici 2026, on va tenter d'ajouter plus de composants LLM qui sont en cours de création, également des composants de classification de documents, de l'extraction de relations et la publication enfin d'un article sur cette librairie. Courant 2026, plus de guides d'intégration, notamment pour le MLOps, plus d'intégration avec des outils d'annotation comme BRAT, Inception ou Metano, plus de guides de pré-entraînement pour qu'une bibliothèque puisse, pour qu'un projet puisse faire de l'adaptation au domaine de Transformer, par exemple, sur ces documents cliniques, ce qui s'avère critique pour un établissement de santé pour obtenir de bonnes performances sur certaines tâches. Également une documentation améliorée et plus des normaliseurs, un nouveau concept qu'on va rajouter. Et enfin, on va toujours essayer d'aller plus loin dans l'optimisation du code bas niveau, de la compilation de modèles éventuellement, et de l'intégration possiblement d'autres modalités. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'en profite pour remercier aussi tous les contributeurs clés de la bibliothèque que j'ai mentionnés ici, ainsi que les organisations contributrices. Et je crois que j'ai été parfait sur le timing. Parfait. Je pense qu'on bat, on bat plusieurs records ce soir. Merci beaucoup, Perceval. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'en ai déjà une en ligne. N'hésitez pas en ligne aussi à nous poser vos questions, c'est le moment. Et s'il y a des questions ici, on va commencer par ici. Et si tu peux te présenter rapidement, comme ça. Bonsoir, merci beaucoup Perceval pour la présentation. Je m'appelle Adrien Coulet, je suis chercheur à INRI à Paris dans l'équipe ECA. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le normalizer que vous prévoyez de développer? Qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce qu'il fera? En gros, l'idée, c'est déjà présent à différents endroits dans la bibliothèque, c'est de dire, on va avoir un snippet de texte, par exemple, ça peut être une mesure, ça peut être une date. Des fois, ce snippet, il est extrait non pas par des règles qui donnent déjà la valeur qui doit, le concept vers lequel il repose, mais juste on a un bout de texte et on aimerait le transformer en date ou en mesure avec l'unité et la valeur. Et donc ça a un intérêt assez fort, à la fois parce que en deep learning, on a une zone et du coup, il faut qu'on fasse de la normalisation, que ce soit vers une terminologie ou, comme je le disais, vers des structures plus complexes, mais aussi des LLM qui parfois n'ont pas la capacité à aller directement écrire une date au format directement parsable, ou alors ça va peut-être pas les arranger, ils préfèrent écrire la date en toutes lettres, ou alors ils préfèrent écrire une date s'ils n'ont pas l'année. Dans ce cas-là, ça peut être difficile à parser. Et l'idée, c'est de dire, on va laisser la possibilité, soit au LLM, soit au module de deep learning qui sait faire que ça, de sortir un bout de texte d'un document. Et nous, on va s'occuper avec des règles ou éventuellement avec du deep learning de projeter ce morceau de texte très court vers une structure prédéfinie. Et donc, en gros, c'est une sorte, ça permet d'interfacer ça avec des systèmes qui viennent derrière, par exemple du Fire, par exemple d'autres types de composants qui attendent une structure particulière, et de pas juste faire de DSNLP une bibliothèque qui sort des morceaux de texte dont on ne sait pas trop quoi faire derrière. Et aujourd'hui, s'il n'y a rien de nouveau, c'est déjà fait soit par des équipes en aval, soit directement de façon intégrée dans la bibliothèque. Mais là, ce serait une sorte de façon de structurer un peu ça. Il y a d'autres questions? N'hésitez pas. C'est le début. Il y a toujours plein de questions, c'est toujours comme ça. J'en ai une petite en ligne déjà, c'est sûr, de IED qui te demande quelle est la plus-value de l'intégration de PyTorch dans le système de pipeline? Alors, pour faire des modèles entraînables, il nous faut nécessairement une bibliothèque de deep learning. Il y a plusieurs choix qui ont été faits par plusieurs bibliothèques. Par exemple, Spacy a choisi de ne pas faire de choix et d'intégrer à la fois TensorFlow et PyTorch et JAX et CuPy. C'est un choix qui s'est révélé un peu périlleux parce que finalement, TensorFlow est plus du tout aussi utilisé qu'avant. Il me semble que Gingface Transformers a fait le choix aussi de migrer intégralement vers PyTorch. Et donc, pourquoi, en termes de plus-value, pourquoi PyTorch? Tout simplement parce que c'est une bibliothèque de deep learning et que ça correspond exactement aux besoins qu'on a pour créer des modèles qui collent vraiment aux données qu'on peut avoir.
et aux annotations qu'on souhaite reproduire. Et pourquoi PyTorch? Eh ben, c'est parce que c'est la bibliothèque la plus populaire. J'en profite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer par mail ou à les mettre sur le GitHub. J'en ai encore, ça arrive. Il y en a encore quelques-unes, enfin une au moins. Savez-vous dans quels établissements cela a pu être déjà déployé? Alors, pour ça, on n'a pas fait une enquête où on est allé toquer à la porte de tout le monde. On sait au moins que l'outil est utilisé, il me semble, à Brest. Il me semble aussi EDS Pseudo à l'Institut Curie et je crois à Gustave Roussy. On a eu des retours de certains acteurs privés qui nous ont dit l'utiliser pour certaines de leurs briques. Alors c'était peut-être temporaire, c'était peut-être que ça tourne en production. À ce stade, on manque encore de recul sur l'utilisation et sur les noms qu'on peut mettre sur les utilisateurs de la bibliothèque. Mais c'est un sujet qu'on aimerait bien creuser, notamment pour pouvoir savoir qui on impacte quand on fait des modifications à cet outil. Normalement, de manière générale, on essaye d'être toujours rétro-compatible avec les usages passés pour ne pas casser quoi que ce soit. Sinon, ça casserait des choses chez nous, donc a priori, vous n'avez rien à craindre. Et récemment, on a fait un atelier DSNLP Users Day où on a rassemblé à peu près 120 utilisateurs. Donc, on a une idée globalement, mais ça mériterait d'être creusé. Oui, bonjour, c'est un Malik d'un consortium de cette entreprise, il s'appelle Amblic, Analysis on Blind Cloud. Je vous pose une question par rapport est-ce que vous êtes envisagé d'utiliser Knowledge Graph ou Ontology pour améliorer le modèle Deep Learning? Et deuxième question aussi, comment vous pensez, vous voulez utiliser par rapport tout ce qui est low code ou bien tout ce qui est low level. Est-ce que vous pensez que vous utilisez des VLLM, le modèle de VLLM, choses comme ça, par rapport à l'optimisation de tout ce qui est processus de traitement en bas nouveau? Alors, merci pour les deux questions. Donc, je vais partir des LLM. On est assez agnostique de la façon dont tournent les LLM. Dans les guides, les tutoriels, on suggère VLLM, mais il y a aussi SGLang, il y a aussi tout simplement des API quand le contexte réglementaire permet, par exemple, d'envoyer des données sur Mistral ou même sur OpenAI. Donc là-dessus, on est assez agnostique, mais oui, VLLM, c'est une bonne piste. On s'interface avec l'LM sous la forme d'API. C'est un serveur qu'on monte à côté. Donc là-dessus, il n'y a rien de très spécial. Sur le low-code, à ce stade, ce n'est pas une priorité pour nous, mais ça pourrait être intéressant, surtout aussi d'afficher, de montrer qu'est-ce que vous avez finalement, qu'est-ce que vous êtes en train de composer comme modèle. Et donc de montrer les différentes briques, éventuellement les sous-briques qui sont à l'intérieur, comme voilà, par exemple d'avoir une vue peut-être un peu plus complexe que celle-ci. Ça pourrait être intéressant pour les utilisateurs et pour nous aussi. Et enfin, vous aviez une dernière question sur... Je remonte, mais j'oublie. Oui, sur les knowledge graphs. Alors, aujourd'hui, on ne les intègre pas directement dans la bibliothèque. On laisse les utilisateurs s'en servir en bout de chaîne après que la bibliothèque ait fait ses extractions. Maintenant, ça peut être tout à fait utile pendant les processus d'apprentissage ou pendant l'inférence, éventuellement combiné avec des approches probabilistes. Donc, ça peut mériter d'être intégré à la bibliothèque. À ce stade, on laisse les concepteurs de modèles faire leur propre brique de deep learning qui pourrait intégrer ça, ou leur propre brique de règles qui pourrait intégrer ça. On a une approche assez conservatrice en général. Si on n'a pas plus d'un cas d'usage qui pourrait servir d'une approche, on peut le documenter, mais on ne va pas essayer de le formaliser dans la bibliothèque et on préfère avoir un peu plus de recul. Maintenant, oui, l'ajout d'ontologie, de règles, de systèmes formels de représentation de connaissances, ça représente des pistes intéressantes, notamment pour contraindre les sorties d'un modèle ou pour s'interfacer avec d'autres systèmes qui attendent des résultats sous une certaine forme qui respectent certaines propriétés. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas. J'ai encore une question en ligne de Clément François. Donc, pour les modèles disponibles sur l'outil, EDS Pseudo par exemple, vous avez dû utiliser des données libres d'accès?
Avez-vous des retours d'expérience sur les performances dans les établissements sans fine-tuning? Alors, bonne question. Pour les données qu'on a utilisées, c'est des données fictives, concrètement que j'ai écrites à la main à partir des exemples qu'on avait à la PHP, où il y avait une certaine structure à pseudonymiser qui revenait. Et ben, du coup, un mix d'écriture fictive de cet exemple-là et d'augmentation par LLM, ça donnait un petit dataset de, il me semble, 300 exemples. Et augmenté avec, en changeant les prénoms, les noms, ça donnait 50 000 exemples de pseudonymisation qui permettaient d'entraîner un modèle qui s'en sortait plutôt bien. On a des retours assez positifs d'établissements, donc notamment l'Institut Curie, qui nous retourne aussi que sur certaines tailles de documents, le modèle fonctionne peut-être un peu moins bien, parce qu'il n'a pas vu des documents courts, par exemple, qu'il a vu que des choses qui sont plutôt longues ou qui sont type paragraphe ou CR. Donc là-dessus, on a des retours et ce modèle-là, c'est clairement une itération d'un modèle qui va être amélioré dans le temps. Donc, n'hésitez pas à contacter l'Institut Curie ou, je crois, Gustave Roussy ou d'autres si vous avez des questions sur leur utilisation. Il y a d'ailleurs aussi Jean Charlet qui nous dit que aussi la librairie pseudo aussi au GHU Psychiatrie et Neurosciences de Paris. Bon, bah voilà, n'hésitez pas à leur poser Voilà. des questions aussi. Ça a remis plein de... Bonjour, Julien de Synapse Médecine. J'ai une petite question sur la SIM10. Enfin, tu en parlais sur les comorbidités. C'est une termino qui permet de codifier les pathologies notamment. C'est quoi votre approche là-dessus c'est quoi votre approche là-dessus? Alors peut-être notre approche, bonne question, notre approche sur les terminologies en général. C'est vrai qu'on avait une question sur les ontologies, mais ne serait-ce que sur les listes de termes. Là-dessus, c'est pas encore consolidé. À ce stade, c'est peut-être même pas très propre. On a des terminologies qui sont hard-codées dans la bibliothèque. On aimerait idéalement pouvoir se sourcer sur des sources fiables comme l'ANS et éventuellement soit avoir une sorte de système de téléchargement et de cache dans les espaces des utilisateurs, soit avoir quelque chose d'un peu plus consolidé que ça. Pour la SIM10, on s'est appuyé sur une extraction, il me semble, sur les libellés qui venaient à ma connaissance de l'ANS, mais il faudra que je retourne là-dessus, que je retourne dans le code pour voir. Et ensuite, on s'interface avec d'autres terminologies ou d'autres métathésaurus comme l'UMLS qui demandent par contre des clés de licence. Et pour les médicaments, on a une contribution du CHU de Bordeaux qui nous a fourni une terminologie Romédie qui intègre beaucoup de libellés de médicaments. Et donc, alors, pas que de l'exact match, on fait du fuzzy matching aussi. Mais oui, en tout cas, pour le matching de ces terminologies, c'est par règle. Ouais. Thierry Dard, donc ANS, on a un serveur de terminologie qui est smt.isanté.gouv.fr sur lequel on publie essentiellement des terminologies dans un but d'interopérabilité. Elles peuvent aussi servir en data science. Elles ont volontairement, quand elles sont internationales, gardé la langue initiale, donc l'anglais, et elles sont traduites en français. Donc, regardez, il y a des API derrière, des API Fire, et il y a des API derrière qu'on a spécifiées pour le téléchargement et les mises à jour. On est toujours preneur de retours, d'informations, même si vous regardez, et éventuellement, vous pouvez aussi nous demander derrière d'autres terminologies. Merci pour la précision. Oui, effectivement, il y a une nuance, il y a une précision à apporter aussi, c'est que, comme je disais, il peut y avoir des problèmes de licence. Et donc voilà, ça ne rend pas forcément l'utilisation très pratique, par exemple pour l'UMLS. Mais là-dessus, je pense qu'on va arriver à une solution un peu propre prochainement. Une dernière question. Alors, c'est encore Adrien Coulet. Oui, c'était une question sur la politique d'intégration. Si quelqu'un veut contribuer, comment est-ce que vous pratiquez, comment vous faites pour juger si elle mérite d'être intégrée dans le SNLP ou si c'est plutôt un exemple d'utilisation? Et dans ce cas-là, est-ce que vous avez une stratégie aussi pour avoir peut-être une bibliothèque d'exemples d'utilisation des modules? Alors à ce stade, bonne question, c'est très ad hoc.
Si ça nous semble clairement être transversal ou utilisable par différents projets, on va l'intégrer à la bibliothèque. Soit on l'intègre à la bibliothèque si c'est la volonté de l'utilisateur, soit on peut très bien y faire référence à un projet qui appellerait EDSNLP et qui contribuerait dans une bibliothèque séparée des composants. Le but, c'est pas forcément de rassembler dans un monolithe tous les composants NLP du monde. Et si par contre, ça relève plus d'un usage unique ou de quelque chose qui ne serait pas transversal, dans ce cas-là, c'est plutôt la deuxième option. Donc, un projet séparé et on y fait mention, ou un tutoriel dans la bibliothèque. Mais voilà, il n'y a pas de règle fixe, c'est décidé avec l'utilisateur et éventuellement avec les porteurs du projet sur ce qu'ils jugent de la généralisabilité de leur approche. Voilà, et pour finir, comme ça, pour l'instant, toutes les questions auront été posées et on passe vraiment à la suite. On a une petite question sur le projet partage, en fait. Comment le projet partage va influencer vos développements? Bonne question. Alors, le projet partage, donc, qui vise à, en gros, pousser au maximum l'IA générative pour essayer de réaliser différentes tâches dans le milieu hospitalier, de codage, de complétion de documents, de synthèse de documents et de pseudonymisation notamment, ainsi que d'autres tâches. Nos développements, on va essayer de les rendre compatibles avec EDSNLP et de pousser l'utilisation de la librairie quand c'est pertinent pour ces développements-là. Maintenant, par exemple, il y a peu de chances que vous voyez dans EDSNLP l'arrivée de fine-tuning de LLM, de très gros LLM, où là, ça demande ça requiert l'utilisation de librairies très spécialisées qui tournent à très grande échelle sur des clusters. EDSNLP, pour l'instant, ne vise pas cette cible-là. Donc, ce sera hybride. Tout ce qu'on pourra intégrer dans EDSNLP, on le fera pour faire bénéficier aux utilisateurs des développements de partage. Et ce qu'on ne pourra pas, on y fera mention ou on le mettra de côté. À côté, je veux dire. Encore un grand merci. On peut vous applaudir. Merci à vous. Merci beaucoup. Et on va passer tout de suite à la partie cas d'usage entreprise. Avec la première entreprise, on a 3 intervenants. Damien, tu es tout seul finalement? D'accord. Damien Forest pour la société Praxis Santé. Tu as le micro, tu as la flèche. Bonsoir à tous. Donc, enchanté, Damien Forest, président de Praxis Santé. Normalement, il y avait 2 de nos docteurs qui étaient là, mais bon, ils sont perdus en chemin. Si tu es là, tu viens. Si tu veux présenter une partie des slides. Alors, moi, je te donnerai la main après. Bonjour à tous, en fait, je suis Suir Kessiba, docteur en informatique et data scientist chez Praxis Santé. Alors, je suis ici pour vous présenter nos travaux de recherche qu'on a fait, intitulés Hallucination Detection in Automatically Generated Medical Reports, an Optimizations Approach for Semantic Layer and Adaptive Threshold. Je fais l'introduction. Voilà, c'est des stacks commerciaux au début. Oui. Donc, Praxis Santé, déjà en 2 mots, donc on est spécialisé dans construire des modèles d'IA pour comprendre toute la chaîne de valeur des données médicales. Donc, ça va de la reconnaissance vocale pour accélérer la documentation à résumé. Donc, finalement, aujourd'hui, on va se concentrer sur les tâches de résumé. Jusqu'à avoir des données donc plus granulaires, données structurées, entités nommées, Q&A, extraction de relations. Et une fois qu'on a ça aussi en bout de chaîne, ça permet d'autres cas d'usage comme la recherche automatique de patients pour les essais cliniques, dépistage des maladies rares et réutilisation des données dans les logiciels pour la recherche clinique. Donc, juste quelques enjeux sur les tâches de résumé. Alors, à quoi ça sert le résumé? C'est un des enjeux majeurs du système de santé, puisque que ce soit le système de santé et médico-social, si un patient est mis en EHPAD, par exemple, il a 100 pages d'historique médical à résumer, ce qui prend en moyenne 2 heures, par exemple, aux médecins coordonnateurs ou aux infirmiers coordonnateurs. Si un patient est admis aux urgences, ça prend 1 heure de résumer son dossier patient avant de pouvoir décider de la prise en charge. Si je suis un médecin qui traite des maladies chroniques avec une file active de 2000 patients, par exemple, ça fait beaucoup d'informations à retenir. Il faut synthétiser les dossiers patients.
Donc c'est un des enjeux clés qui doit plutôt être en dispositif médical de classe 2A d'ailleurs, puisque ça influence directement la décision médicale, hein, donc en aide à la décision. Et les LLM qui sont là depuis 3 ans maintenant permettent de résumer, mais créent des hallucinations, autour de 5% d'hallucinations. Et donc, ça reste un enjeu majeur pour prouver que c'est fiable médicalement et qu'on peut l'utiliser dans le cas général. Voilà. Donc, les hallucinations, vous êtes probablement tous familiers avec ça. Donc, c'est souvent que le modèle qui veut écrire des tokens ou des mots en plus va créer des fausses informations. Ça peut être par exemple dans une consultation médicale, le patient dit je suis étudiant et le modèle écrit patient étudiant à l'université. Là, c'est mineur, mais si le modèle écrit prend de la Pixaban et de l'Entresto et qu'il n'y avait pas Entresto, là, c'est un peu plus gênant. Alors, je te laisse la main après, Souir, je suis comme ça, je vais essayer de faire un peu didactique, puisqu'après, il y a plein d'algorithmes, ça va être assez... Il faudra vous accrocher. Face à ces constats que Damien il a déjà présentés, alors que nous avons développé, en fait, comme vous voyez, une approche innovante pour répondre à cette problématique. Donc, c'est un système, en fait, à double seuil avec un processus d'optimisation en 2 étapes. Alors, comme vous voyez, notre innovation plutôt clé repose sur 2 seuils complémentaires. On a le seuil critique pour les hallucinations sévères qui nécessite vraiment une intervention immédiate. Et on a aussi en deuxième phase une seuil d'alerte pour les hallucinations potentiellement qui sont potentielles, qui recueillent une révision, quoi. Alors, la méthodologie, comme vous voyez, se décompose en 2 phases principales. Tout d'abord, on a l'optimisation des couches des modèles. Donc, on a utilisé un algorithme d'optimisation pour optimiser la meilleure couche. Puis, on a l'optimisation des seuils. Comme j'ai déjà dit, les seuils critiques et seuils d'alerte. Alors ici, on a utilisé l'algorithme d'optimisation, le TPE, pour optimiser nos seuils via le framework Optuna. Et l'algorithme, c'est le Tree Parsing Estimator. Pour ceux qui ne sont pas experts des LLM, donc quand on parle de couches, c'est-à-dire que des modèles, que ce soit des LLM, mais là en l'occurrence on utilise des modèles de type BERT, en codeur only. Donc le principe de couche, c'est que on va chercher à travailler sur la similarité sémantique. On a un peu plus, pour essayer d'être un peu plus didactique. Donc pour détecter les hallucinations, ce qu'on cherche à faire, c'est voir ce qui sémantiquement s'éloigne du contenu initial, que ce soit 50, 100 pages de documents, ou que ce soit une transcription. Une transcription, c'est 4000 mots, par exemple. Une consultation médicale, il y a 4000 mots dedans, et nous, on fait une synthèse. Voilà. Donc, on a besoin de mesurer la similarité sémantique, et ça, les modèles, donc ils ont plein de couches, et en fait, c'est pas forcément entre la première et la dernière couche qu'on a la meilleure mesure de similarité sémantique, et donc on a besoin de déterminer les couches qui représentent le mieux la distance ou la similarité sémantique médicale. Et quand on dit plusieurs modèles, c'est que ça coûte assez cher d'entraîner des modèles. Donc, on est parti de, en fait, 7 ou 8 modèles au départ, mais donc 5 modèles biomédicaux qui sont entraînés sur des grands corpus biomédicaux, car on a supposé que ceux-là étaient les plus à même de mesurer les distances sémantiques sur du vocabulaire biomédical, mais pas que, puisqu'il n'y a pas que des informations purement médicales dans les comptes rendus. Voilà, donc je vais juste détailler la première phase. Comme j'ai déjà dit, elle consiste à optimiser les couches BERT de nos modèles. Donc le principe ici, il est simple mais efficace. Alors les couches intermédiaires BERT contiennent souvent des meilleures représentations sémantiques que la couche finale. Ça, c'est depuis l'état de l'art. Donc, notre algorithme, comme vous voyez, il extrait les embeddings de chaque couche. Donc, j'ai rédigé un petit algorithme pour le fonctionnement. Alors, il extrait les embeddings de chaque couche. Par la suite, on calcule le BERT score qui mesure bien sûr la corrélation avec la vérité terrain. Et par la suite, on identifie automatiquement la couche optimale qui maximise bien sûr cette corrélation sémantique pour chaque modèle. Pour la deuxième phase, qui optimise
comme j'ai déjà dit, les seuils de détection en utilisant les modèles BERT. La procédure, c'est comme suite. Alors, nous procédons par comparaison par paire. Donc, chaque phrase du rapport, elle va être comparée à toutes les phrases de transcription. Et le score maximal, il va être conservé et qui se repose sur l'hypothèse, en fait, qu'une forte similarité, elle indique par la suite une faible hallucination. Donc, les deux seuils sont optimisés séquentiellement. On a le seuil d'alerte et privilège la précision maximale pour éviter les fausses alertes d'intervention immédiate, tandis que le seuil d'alerte, elle vise bien sûr à avoir un F1 score qui est équilibré pour faire une révision appropriée. Voilà. Je vais présenter les résultats qu'on a trouvés. En fait, avant ça, nous avons utilisé deux corpus spécialisés qui sont les clusters et DEFT pour qu'on puisse faire notre évaluation de la similarité sémantique et l'optimisation des couches pertes de la première phase. Donc, on a 600 paires de phrases de chacun, comme vous voyez dans le tableau, sur une échelle de 0 à 5. Et pour la détection des hallucinations, nous avons évalué notre système sur des données synthétiques. On a 54 rapports médicaux et aussi sur des données cliniques authentiques provenant de CHU. On a utilisé 8 rapports anonymisés pour qu'on puisse valider la performance. Pour les paramètres en fait, d'optimisation qu'on a utilisés pour la détection des seuils, on a mis des règles. Donc, pour l'optimisation de la seuil critique, on a mis la priorité de maximiser la précision pour qu'on puisse éviter les faux positifs, les fausses alertes plutôt. Et pour l'optimisation de seuil d'alerte, on a mis le règle qu'on puisse avoir une F1 score maximum, quoi. C'est-à-dire un compromis optimal entre, bien sûr, précision et récolte. Donc, le tableau contient tous les détails et tous les paramètres qu'on a intégrés pendant l'implémentation, quelles que soient les couches de modèle, la priorité d'optimisation, l'ordre. Aussi, on a utilisé TPE, le nombre d'essais, etc. Juste ce qu'on a appelé seuil critique, en fait, c'est qu'on préfère supprimer une information dont on est quasiment sûr que c'est une bêtise pour qu'elle apparaisse pas dans le rapport. Donc, Oui. on accepte de perdre certaines informations. Donc, grosso modo, on a plus de 90% de précision sur le système, donc on supprime très très peu de vraies informations. Mais on veut à tout prix éviter les erreurs médicales. On donnera les statistiques macro à la fin. C'est ça qu'on appelle le seuil critique. Donc là, on dégage l'information et seuil d'alerte, on la flag pour dire au médecin relis-le. Mais le médecin n'a pas non plus le temps de relire tant que ça, donc on ne doit pas avoir trop d'alertes. Voilà, donc je vais présenter la première partie des résultats. En fait, d'après l'implémentation qu'on a fait, on a plutôt optimisé les couches de 5 modèles. On a utilisé 5 modèles, le Camembert large, Bio, Dr Bear, et Flaubert et Bio Clinical Bear. Par exemple, on remarque ici que Flaubert, c'est-à-dire, ils disent toujours que la dernière couche, elle contient toutes les informations importantes, mais regardez ici, Flaubert, par exemple, il excelle avec ses couches initiales, tandis que Camembert Bio varie selon le corpus entre le couche 5 et le couche numéro 11. Ça, ce qui concerne les résultats pour l'optimisation des couches BERT. Donc, je passe aux résultats que nous avons trouvés pour l'optimisation de seuil de détection d'hallucinations. Donc, d'après ces deux tableaux, les résultats révèlent que chaque modèle BERT nécessite des seuils optimisés spécifiques, comme vous voyez d'après le tableau 1. Ça varie entre les modèles. Et cela confirme aussi que l'importance de notre approche qu'on a implémentée, qui est l'optimisation, c'est important car on peut voir que le seuil varie, d'après le tableau 2, pour le seuil critique, elle varie entre 0,31 et 0,7 pour les seuils critiques et entre 0,39 et 0,55 pour les seuils d'alerte.
Je sais pas, ça passe pas. Ça passe pas. Ah oui, c'est bon. Bah, et bien sûr, pour valider notre approche avec l'état de l'art, on a comparé la méthode qu'on a fait avec des techniques plus récentes de l'état de l'art, donc notamment Self-Check GPT, Roberta, et Self-Check GPT aussi GPT-2 sur nos données cliniques réelles. Alors notre système, comme vous voyez, BioClinical Bear optimisé, il démontre une précision 3 fois supérieure. Donc il y a une précision remarquable de 0,81 vs 0,3. On peut aussi voir la rapidité de traitement. Voilà. Donc, ces résultats confirment en fait l'efficacité de notre approche pour un usage clinique réel. Pour faire très simple, en fait, donc les LLM qui sont très utilisés pour faire des résumés, hein, pas que dans le domaine médical, hein, pour résumer les infos que vous recevez. En moyenne, sur toutes les publications, il y a 500 ou plus publications sur les hallucinations. Ils sont tous mesurés en ayant entre 3 et 5% d'hallucinations en nombre de phrases, hein, ou de syntagmes. Donc, quand on dit précision 80%, ça veut dire qu'on supprime 80% de 3 à 5% d'hallucinations, donc il nous reste moins d'1% d'hallucinations dans les comptes rendus, donc ce qui sera comparé à ce qu'un médecin, lui, va laisser comme erreur dans son compte rendu ou sa synthèse. Voilà. Et après, alors ces problématiques-là, c'est un peu technique, mais les enjeux, en fait, c'est que ça coûte assez peu cher, c'est-à-dire qu'on ne doit pas ajouter de coûts de traitement au pipeline, hein, donc d'où le fait d'avoir fait toutes ces optimisations, d'avoir des temps de réponse très courts. Par exemple, l'IA de compte-rendu, les médecins ne l'utilisent pas si le compte-rendu ne sort pas en 15 secondes. Ils sont très pressés, donc non seulement il faut produire des synthèses très très rapides, et en plus, il faut que tous les contrôles qui sont de multiples natures, hein, qui peuvent être vérifiés des terminologies, des ontologies, supprimer les hallucinations, que tout ça soit fait dans des temps de traitement très très courts. Donc il y a quand même beaucoup de barrières à l'entrée. Et comme je le disais en intro, on doit aussi en faire par exemple, le scribe ambiant, on en fait un dispositif médical de classe 1, parce que le médecin est là pour relire son compte-rendu et il n'a pas oublié normalement ce que son patient lui a dit. Mais la synthèse de dossier patient, c'est plus critique, puisque c'est résumé d'autres informations qui sont dans le dossier patient, qui elles-mêmes peuvent être erronées. Alors là, on n'a pas mis d'illustration. Ce qui est intéressant, c'est que le système, en fait, il détecte aussi des contradictions, des incohérences, puisqu'on voit souvent qu'il nous met en flag des informations qui peuvent se contredire dans le dossier patient. Si vous lui donnez 100 pages à résumer, ils peuvent très bien dire, bien sûr, la cholestérolémie, elle est à 1,6 g, puis elle est à 1,7 g. Quelle est la bonne valeur? À la fin, il ne sait plus. Dans la synthèse, ça dépend des dates, hein, aussi, hein, et le résumé, il peut mettre des dates, mais ça sert en fait aussi à faire un système de détection d'incohérence. Voilà. Merci pour votre attention. Et donc ça, on en a fait un papier, voilà, qui, grâce à Souir et Nadège, a eu prix de la meilleure publication scientifique en juillet à Coria TLN à Marseille, et qui est publié dans ACL, Anthologie et HL. S'il y a des questions. Merci beaucoup pour la présentation. Alors moi, je ne connais pas du tout le domaine de la détection d'hallucinations. J'ai une question. Quand vous faites de la détection de similarité entre les réponses et le compte-rendu initial, qu'est-ce que vous comparez finalement? C'est chaque phrase avec chaque phrase du compte-rendu initial, et quand c'est le cas, vous regardez le minimum, le maximum. Je ne suis pas sûr d'avoir saisi cet élément-là. En fait, c'est des vecteurs. Alors, c'est pour faire très simple, un compte rendu, donc qui est le produit final, c'est lui dont on veut vérifier sa qualité, la synthèse. Donc, il est constitué de phrases ou de syntagmes. Donc, les syntagmes, ça va être par des stop words, hein, ce que tu dois connaître, séparé par des virgules ou des points. Donc, on prend chaque syntagme. Donc, dans un compte rendu, tu en auras peut-être 50. On prend ces 50 syntagmes et on les compare à la transcription, mais qui a été représentée sous forme d'embeddings. Et c'est les scores de similarité sémantique, des BERT scores, qui permettent d'évaluer chez chaque syntagme. Donc le patient prend de la Pixaban, le patient s'est cassé la jambe, etc. De les comparer aux embeddings, enfin la transcription. Ou quand je dis transcription, c'est aussi du texte parsé. Donc tout est PDF, hein, initiaux, parsés et transformés. Alors il y a des règles de normalisation en amont, hein, mais
transformer en embedding, et c'est ça qu'on va comparer. Donc ça fait beaucoup de calculs, puisque disons que dans le compte rendu, tu as 50 phrases ou morceaux de phrases, il faut tous les recomparer aux 4000, 8000, 10 000, jusqu'à, si on fait 100 pages, ça fait de l'ordre de 50 000 mots au départ. Donc d'où les enjeux d'optimisation. Merci. Je reviendrai avec une autre question s'il y a du temps. Merci beaucoup. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. Je m'appelle Samy, je suis ingénieur IA et pharmacien. Et je voulais vous poser une question par rapport à l'optimisation de la précision. Je voulais comprendre c'était quoi le rationnel dans le fait de chercher à avoir plus de précision au lieu de plus de recall. Oui, très bonne question. Donc le critère était un peu arbitraire. Il pourrait changer, c'est-à-dire que, et en fait, il changerait dans une logique de certification dispositif médical, puisque le but, c'est de faire mieux que le médecin, en fait. En réalité, quand on fait un dispositif médical, là, on a fait un seuil un peu arbitraire, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait 6 fois plus de vrais positifs que de faux positifs. Donc, ça veut dire que je vais supprimer 6 vraies hallucinations, donc 6 conneries, pour un élément que j'aurais dû garder. Voilà. C'est un trade-off, hein, voilà. Mais c'est ce critique qu'on aurait pu mettre 1 pour 10. On aurait pu mettre 9 fausses informations supprimées et une vraie information supprimée. Et après, le seuil d'alerte, la règle qu'on s'est imposée, c'est plutôt d'avoir de l'ordre de pas plus de. En fait, on voulait. On a mis 0,8, mais on voulait plus de vraies alertes que de fausses alertes. Sinon, donc ça peut être 2 fois plus de vraies alertes que de fausses alertes, ou pas 50-50 dans tous les cas. Parce que sinon, le médecin, après, c'est plus de l'user experience, va se dire, en fait, c'est nul ton système, puisque je me mets plein de fausses alertes qui ne m'intéressent pas. Donc, en tout cas, faut. Alors, là, on a pu m'automiser 0,8, pardon, qu'en fait, on est plutôt à 80% de vraies alertes que de, si je me rappelle bien, que de fausses alertes. Voilà, pour qu'ils se disent le système fonctionne. En fait, tout ce qu'on fait qui peut rendre intelligent la solution, ça se traduit dans tout. Hein. Par exemple, la reconnaissance vocale, en soi, c'est pas super intelligent, mais ce sera l'objet d'une autre présentation. Voilà, il y a plein de choses qui font que ça donne l'impression au médecin que c'est intelligent, comme mettre en majuscule les médicaments, les acronymes. En fait, c'est que des règles, hein, des regex, mais c'est ce qui donne l'impression aux praticiens que ça fonctionne bien pour qu'il y ait une adoption de la solution. Hein. Merci. Je vais me poser encore une question dans la salle. J'en ai une aussi en ligne. J'ai une petite question qui rebondit sur la toute première, donc sur la phase 2 de l'algorithme. Donc vous comparez chaque élément du résumé à chaque élément du transcript, finalement, si j'ai bien compris. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas des éléments du résumé qui résument plusieurs éléments du transcript, de telle manière à ce qu'ils, pris individuellement, ils vont avoir des scores de similarité un peu bas, alors qu'en fait, c'est. Et est-ce qu'on risque pas d'avoir des faux positifs ou des choses comme ça? Je ne sais pas si c'est clair mon histoire. Mais... 100% de la transcription est représentée en embedding, toute la transcription. Et donc, chaque élément du résumé, 56 à 50 phrases, est comparé à toute la transcription. Après, les limites de ce système-là, c'est un peu ce que j'expliquais d'abord avant, c'est que si je fais vraiment une synthèse de dossier patient, il y a un historique qui change, c'est-à-dire le patient, il est passé de 55 kg à 60 kg à 65, et donc ça risque de popper en alerte. Mais d'où à la fin ces seuils aussi, voilà. Mais donc si je fais une synthèse d'un historique patient sur 5 ans, les valeurs elles bougent. Donc en soi, notre système il n'est pas très intelligent pour ça. Par exemple, pour la chronologie, alors, on pourrait le faire évoluer, c'est-à-dire on refait un découpage chronologique des informations de départ et on réapplique la même règle, mais juste recoupé chronologiquement, par exemple. Tout est possible. Ça, on ne l'a pas mis ce niveau de sophistication, à vrai dire. Voilà, l'analyse chronologique reste un des principaux challenges de l'IA générative dans le domaine médical. Il y a plein de méthodes, extraction de relations, etc. Mais les calculs coûtent et le temps de réponse n'est pas accepté par les médecins. Oui, j'ai une question donc de Clément François. Merci pour la présentation. Vous avez donc le mécanisme présenté pour supprimer les informations hallucinées. Avez-vous en parallèle un mécanisme pour valider que les informations les plus importantes sont bien présentes? Oui, alors ça justement, ça pourrait faire l'objet d'une autre présentation. On en a 2 autres. C'est pas ce qu'on a présenté là. Dans les qualités des comptes rendus médicaux, on mesure la densité de l'information médicale.
Et donc, ça va être, alors par section, antécédents médicaux, comorbidité, traitement, allergie, symptômes. Et là, on mesure via des terminologies, SNOMED, Lowing pour la biologie, ICD à nouveau pour les maladies, comorbidités. Et là, on mesure la densité de termes médicants présents dans le compte-rendu. Mais on peut réappliquer ce même principe-là, c'est-à-dire est-ce que je retrouve bien tous mes termes médicaux, et avec d'autres challenges qui sont que il faut que ce soit formulé médicalement, voilà, mais on retrouve le principe de similarité. Mais là, on mesure plutôt par section la densité de termes médicaux et même un deuxième ratio qui est que les médecins ne veulent pas de verbes, ils veulent des phrases sans verbes, ce qui est compliqué pour la chronologie en plus. Mais donc, il faut une maximum de densité de termes médicaux avec les phrases les plus courtes possibles. Donc ça, c'est un enjeu de fine-tuning des LLM, préserver l'information en faisant le plus court possible. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Quelqu'un nous avait aussi demandé le slide dernier de conclusion, mais je confirme et je rappelle que nous allons envoyer tous les supports de présentation seront disponibles, bien sûr, à condition que les intervenants nous donnent leur accord, mais en général, c'est le cas. Donc, tous les supports seront disponibles. Voilà. Et donc, nous allons maintenant passer à Doctolib pour combinaison de modèles encodeurs et génératifs pour le codage médical avec Nicolas Perquier et Fievel Fogel. Merci. Super. Écoutez, bonjour à tous et tous dans la salle et en ligne. Du coup, c'est Nicolas, moi, data scientist à Doctolib, et à Fievel, qui est aussi data scientist à Doctolib. Du coup, nous, on va vous parler du coup de codage médical. Je pense déjà c'est important de se dire qu'est-ce que ça veut dire codage médical et pourquoi on veut faire ça à Doctolib. Donc là, vous avez une belle image qui illustre un peu qu'est-ce que ça veut dire dans une note de consultation qui peut être écrite par un médecin. Qu'est-ce que ça veut dire coder? Donc pour nous, il y a deux choses. Il y a la structuration, c'est-à-dire déterminer pour chacun des mots quelle entité ça va être. Est-ce que c'est une pathologie? Est-ce que c'est une allergie? Est-ce qu'on parle de biométrie? Voilà, on a une vingtaine à peu près d'entités comme ceci. Et donc ça, c'est pour les entités médicales, mais on a aussi des entités qui sont un peu transverses, du genre des négations, des suppositions, voilà, des choses comme ça. Et une fois qu'on a fait ça, on a envie de déterminer un code pour chacune de ces entités. Et par exemple, là, vous avez l'exemple du diabète. Dans certaines ontologies, on va pouvoir le coder comme ci, dans d'autres, on va pouvoir le coder comme ça. Et donc, c'est pouvoir vraiment donner un sens à ces entités qu'on a détectées. Et donc, on va utiliser à Doctolib plusieurs terminologies pour faire ça. Et pourquoi on veut faire ça? En fait, il y a plein de use cases que ça va permettre. Un truc super simple, c'est par exemple éviter que le médecin prescrive un médicament pour lequel le patient est allergique. Si on a détecté que le code paracétamol, par exemple, est dans le dossier patient en tant qu'allergie, eh bien, on peut, dans notre logiciel, mettre une alerte pour pas que le médecin fasse cette erreur médicale. Et après, des trucs super terre à terre, juste de faire un fil d'Ariane de suivi de pathologie par patient. En fait, c'est parce qu'on a détecté que là, on parlait de diabète, on parlait de cancer. Et du coup, on va pouvoir afficher dans le logiciel, pathologie par pathologie, tout le suivi pour le patient. Et voilà, c'est des exemples que je peux vous donner. Concrètement, si on prend un autre truc super simple, nous, en fait, on a décomposé le problème en 3 parties. Donc, la première partie, c'est la reconnaissance d'entités nommées. Donc, on a déjà entendu parler pas mal. Donc, ensuite, on a une deuxième partie qu'on appelle, on appelle ça relationship. Donc, ça sert à faire le lien entre les différentes entités. Donc là, dans ce cas-là, c'est comprendre que la mesure, en fait, est liée à l'entité biométrie, donc le poids. Et enfin, on a une troisième étape qu'on appelle la fameuse codification, codage, où là, on va déterminer dans une ontologie le bon code. Et donc, selon le type d'entité, on ne va pas utiliser les mêmes ontologies. Donc, on peut parler de SNOMED, on peut parler de CIM10, de base de données Vidal, etc. Alors, on a des contraintes. Pareil, ça a été mentionné avant, c'est des choses qu'on a aussi à Doctolib. En fait, on doit construire un système qui est utilisé par des utilisateurs en consultation. Donc, vous avez compris que les médecins, ils n'ont pas le temps d'attendre. Et vu qu'on a énormément de volume,
donc là c'est un des cas d'application de ce codage, et ben, il faut que ce soit rapide et donc il faut que ça coûte pas trop cher, puisque vous voyez le volume qu'on va avoir, on ne peut pas se permettre d'utiliser toutes les technologies disponibles parce que ça marche le mieux, mais faut qu'on reste pragmatique pour trouver la meilleure balance. Donc la première étape dont je voulais vous parler, c'est donc reconnaître les entités. Pour ça, on utilise donc un modèle BERT. Alors on en a testé plein, notamment grâce à l'aide de Foucault et Stignard, que certains connaissent ici, qui nous a pas mal aidé à optimiser notre training de modèles. Et donc on a des données qu'on fait annoter par une équipe d'annotation. Et chose que je voulais mentionner ici, c'est qu'en fait, on utilise ici les LLM pour deux choses. La première, c'est pour préannoter. Donc, du coup, on va prompter en définissant correctement les entités telles qu'on les veut. Et ensuite, ça va permettre du coup d'accélérer la tâche d'annotation de l'ordre de. Aujourd'hui, on a 45% de gain de vélocité parce que, en fait, les annotateurs, ils ont entre guillemets juste à valider, à corriger, mais du coup à faire des corrections sur ce qui a été préannoté. Et ensuite, on va utiliser le LLM aussi pour faire de la data augmentation, c'est-à-dire une fois qu'on a notre corpus annoté par des humains, on va pouvoir augmenter cette donnée grâce à des LLM en générant d'autres données du même type. Et donc, je vous ai mis des exemples de performances qu'on a pu observer sur des entités qui nous intéressent, avec différents modèles qu'on a pu tester. Donc, en fait, je dois dire qu'avant que je vous fasse cette présentation, on utilisait pas mal le DSNLP d'ailleurs. On a Basile Dura, avec qui j'ai travaillé sur la première version de MFE d'ailleurs, qui utilisait le DSNLP, notamment les règles dont Perceval a parlé. Et puis on a migré vers d'autres solutions. Alors on utilise toujours le DSNLP, mais pour certains des pipelines. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? En fait, le premier truc, c'est une fois qu'on a détecté l'entité par le NER, on veut lui attribuer donc son code. Et donc, vous imaginez que par exemple, si je prends les pathologies, on va avoir environ 100 000 codes possibles. Donc, c'est un peu compliqué d'entraîner un modèle à juste à avoir un type d'annotation pour prédire le code de 100 000 potentiellement occurrences. Et donc, du coup, on utilise donc un autre modèle BERT. Et celui-là, on va le fine-tuner en fait, en utilisant une méthode qu'on appelle contrastive loss. En fait, on va lui fournir des synonymes qui veulent pour le même code. Et donc, on va générer des triplets de synonymes, encore avec des LLM d'ailleurs, et avec des humains qui vont valider que ces synonymes générés sont pertinents. Et en fait, ça, simplement, ça permet juste d'avoir un espace d'embedding qui va rapprocher les semblables et éloigner les choses différentes. Et donc, quand on va ensuite utiliser notre modèle sur ce qui a été matché par le NER et qu'on va comparer avec tous les codes possibles qu'on a dans notre base, ça va nous sortir des codes probables avec un intervalle de confiance. Et donc, après, à nous de fixer le seuil pour soit maximiser la précision, soit le recall, selon notre use case. Là, on est plutôt dans des cas où on a envie de maximiser la précision parce qu'on n'a pas envie que les prats, en fait, on va pas être codé n'importe quoi. On préfère, le prat peut toujours coder lui-même si on a oublié quelque chose. Donc là, on est vraiment dans des workflows où la précision, c'est le plus important. Et donc ensuite, ce qu'on a fait pour augmenter les capacités de détection, c'est du coup de rajouter un petit fuzzy matching en plus. Et donc, c'est ce qu'on a appelé modèle hybride. Encore une fois, ça a été mentionné avant. Je vois que les approches sont pragmatiques, sont complémentaires. C'est-à-dire, on s'est dit, il y a certains petits use cases où on se rend compte que, notamment dans certaines langues comme l'allemand, où en fait, avoir une petite couche de fuzzy en plus, ça nous faisait gagner de la perf. Donc, c'est ce qu'on voyait. Voilà, 3 points de F1, on a eu juste en implémentant ce truc-là. Et après, pour choisir les seuils entre ce threshold de confiance de fusil-là et celui-là, on garde le fusil. Entre ce threshold de vector et celui-là, on garde le vector. En fait, on a un dataset de calibration qui est notre golden. Et on va changer les seuils pour voir qu'est-ce qui nous maximise notre précision, notre recall et choisir les bons thresholds. Donc ça, c'était notre système qu'on avait en production. Et donc, en fait, les LLM, c'est toujours quelque chose qui nous a intéressés, mais comme je vous l'ai dit, on avait au vu des volumes de requêtes à absorber, au vu des contraintes techniques, etc., en fait, on ne voulait pas les utiliser en bourrin pour faire cet exercice-là. Et on s'est dit, en fait, plutôt que de l'utiliser en bourrin, en fait, on peut essayer d'augmenter notre système actuel en utilisant du coup un LLM en bout de chaîne, donc un petit LLM. Et en fait, l'idée, c'était de dire, dans certains cas, même si notre seuil de confiance il est bas,
et ben en fait, parfois, c'est quand même pertinent et c'est quand même un code qu'on aurait pu garder et proposer aux médecins. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est que on a implémenté ce petit élément bout de chaîne. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est que si jamais la proposition de code est une confiance trop faible, mais qu'on juge qu'il y a quand même une chance qu'elle soit pertinente pour le médecin, eh bien, on va demander à notre LLM de valider ou non le fait qu'elle soit pertinente ou pas. Donc l'intérêt, c'est que c'est super rapide, ça coûte pas très cher en nombre de tokens, et on voit que ça augmente vachement les perfs, puisque là, on a fait des tests à la fois sur notre dataset offline, où on a fait plusieurs expériences avec ou sans le fameux LLM as a threshold, on l'a appelé comme ça. Donc l'idée, c'est de remplacer le threshold par ça. Et donc vous voyez ici, par exemple, les différentes expériences. Et donc on peut observer une grosse augmentation du recall sans trop impacter la précision grâce à ce système. Donc ça, c'était offline. Et enfin, ce qu'on a fait, c'est on a fait des A/B tests avec nos users. Et donc, on a testé ce système en prod. Et donc, on a observé un gros boost sur le nombre de pathologies codées sur les consultes. On a observé aussi légèrement un taux de rejet qui a augmenté, mais au vu le bénéfice était tellement supérieur sur le codage et des retours qu'on a eu des médecins que du coup, on l'a gardé. Et puis là, on continue à le raffiner pour essayer de réduire cette part de code rejeté. Alors ça, c'est le système tel qu'on a, mais aujourd'hui, on a encore plein de choses qui sont prévues. Le premier truc, c'est on est en train de pré-train un modèle BERT en interne pour essayer de... On a fait des premières expériences qui ont montré que utiliser un modèle BERT sur nos données, pré-train sur nos données, avait un fort impact sur toutes les étapes du pipeline. Et donc, ça, c'est l'idée, je pense, l'année prochaine, de remplacer les modèles BERT qu'on a utilisés, du coup, qui étaient open source, par notre propre modèle BERT et le fine-tune sur nos deux tâches de NER et de Codif. Ensuite, un autre truc, c'est le fameux LLM as threshold. Aujourd'hui, on utilise que le premier code qui est proposé, qui potentiellement a un threshold inférieur à notre seuil. On va le demander, on va interroger le LLM, mais on pourrait aussi élargir, on va dire, le panel de code qu'on soumet au LLM. Donc, il faudrait adapter le prompt pour le faire. Donc, on a envie de faire ça. Et le dernier truc, c'est aujourd'hui pour le codage, on est en train de basculer sur la SNOMED, qui est une ontologie qui a des niveaux de hiérarchie entre les concepts. Et en fait, aujourd'hui, dans la partie coding, on réfléchit à comment utiliser cette hiérarchie pour, par exemple, si jamais je ne peux pas coder le diabète sucré de type 2, mais juste le diabète, c'est quand même une proposition de code qui n'est pas parfaite, mais qui peut quand même être potentiellement acceptée et quand même correcte. Et donc, du coup, on est en train de voir comment utiliser ça dans la fonction de coût du contrastive loss pour pouvoir quand même faire des propositions en utilisant la hiérarchie. Tu veux ajouter quelque chose ou... Pour moi, c'est good. Je vais juste dire un petit mot, remercier les organisateurs, parce que j'ai assisté la première fois au Meetup à la dernière édition, et je suis très content qu'on soit là, et d'autant plus qu'on a maintenant 2 étudiants qui ont commencé leur thèse avec une équipe de l'ENRIA qui est présente ici, Eka, et donc voilà, très heureux d'être ici. Alors déjà, merci beaucoup pour la presse, c'était super intéressant. Donc, en gros, si j'ai bien compris, vous entraînez un modèle BERT avec un modèle en contrastive learning, pardon, c'est difficile à dire. Du coup, vous avez des embeddings qui sont un peu fine-tunés sur votre problème. Donc après, quand il y a une pathologie qui est taguée, vous calculez le vecteur de cette pathologie, que vous projetez après sur toutes les représentations vectorielles de vos 100 000 termes de votre terminaux, c'est ça? Et vous prenez l'argmax de ce truc-là? C'est ça. Et ce calcul-là, il n'est pas coûteux de passer sur les 100 000, de faire c'est quoi, c'est un produit matriciel que vous faites Ouais, mais aujourd'hui, ça se fait assez bien en vrai. Okay. On utilise Brairy 1000 vues, qui est open source, je crois. Et c'est assez performant, ces calculs-là, pour faire les comparaisons entre ce que le modèle a renvoyé et après ce qu'on a dans la DB. Ouais.
Parce que j'ai testé un truc un peu similaire. Alors effectivement, ça fonctionne, mais c'était pas non plus, c'était pas millisecondes, quoi. Ça prenait un peu de temps quand même. Alors c'était sur mon ordi perso, ouais. Et c'était vraiment un POC pendant une réunion. Mais voilà pour te dire, le P95 qu'on mesure en ligne, on est à peu près à 1 seconde de tout le process. Ok. Merci. Merci beaucoup également pour la présentation, c'était vraiment super intéressant. J'ai 2 questions. Vous avez parlé des F1 scores. Vous comparez pour les F1 scores, c'est les entités dont vous faites l'extraction ou les codes finaux que vous comparez? Alors là, les résultats que je vous ai montrés, c'est vraiment end-to-end. Donc forcément, alors au début, j'avais mis des F1 pour le NER. On était à 0,8 à peu près sur les entités. Et donc forcément, on est capé. Si le NER n'a pas détecté aujourd'hui les choses, on ne va pas coder. Et ça, c'est des choses aussi qu'on est en train de réfléchir à quand même faire tourner une pipeline de coding en dehors du NER, potentiellement sur des règles EDSNLP par exemple, pour quand même essayer d'aller tester des bouts de phrases avec notre DB. Et tant que c'est rapide, c'est des choses qu'on prendrait, quoi. Oui, j'imagine surtout si vous avez votre système de filtre qui vient derrière, vous pouvez y filer plus de choses. Et pour votre système de relations, donc vous dites que vous êtes passé vite dessus, mais c'est quand même très chouette. Vous reliez différents éléments entre eux. Est-ce que vous avez des types de relations que vous avez identifiés entre certains éléments, ou est-ce que c'est une relation agnostique de ces 2 éléments-là sont à relier et à prendre en compte, éventuellement leur concept à composer dans la SNOMED ou des choses comme ça? Pour l'instant, c'est les trucs qu'on a définis. Donc essentiellement, ça va être un examen et un résultat d'examen, une biométrie et sa mesure et son unité. Donc pour l'instant, c'est assez basique ce qu'on fait là-dessus. Sur les 3 parties, c'est le volet où pour l'instant, on était satisfait des performances, d'avoir juste un truc qui dit je t'ai détecté une biométrie, je t'ai détecté une quantité ou une unité. Et en fait, en utilisant des sentences, par exemple, qui permet de déterminer que ces entités sont dans la même phrase. Et après, on peut les relier parce qu'elles sont le plus proches. Et on a vu que globalement, je pense que la logique d'écriture fait que souvent, ça marche bien. Et donc, pour l'instant, on n'a pas investi sur un système ML complexe au vu des résultats qu'on avait sur notre dataset qui marchait très bien pour ces types d'entités-là. Okay, merci beaucoup. J'ai une petite question. Oui, on peut faire une sur deux. Une sur une. J'ai Paul qui vous demande, en ce qui concerne LLMath, quel LLM avez-vous utilisé et sa taille? Alors, on fait plusieurs expériences. En fait, là, avec un GPT-4 mini, par exemple, on avait des résultats qui étaient déjà satisfaisants. Mais voilà, après, on continuera d'expérimenter. En tout cas, ça marchait très bien avec un LM de cette taille pour l'instant. Voilà. Merci. Merci pour la présentation. Donc, j'ai une question. Vous avez intégré LLM dans la partie Entity Linking. Est-ce que vous avez pensé d'intégrer LLM dans la partie NER? On a fait des expériences et en fait, on s'est rendu compte, les papiers déjà nous le montraient, mais en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des résultats similaires avec nos données, avec l'entraînement de modèles BERT sur des données annotées augmentées par des LLM. Alors, on avait des résultats équivalents et du coup, un coût d'inférence qui est quasiment nul et c'est beaucoup plus rapide. Mais par contre, si jamais on veut lancer, je sais pas, un nouveau pays demain ou un nouveau use case, en fait, utiliser un LLM en tant que NER, ça peut permettre de bridger le temps d'avoir de la vraie donnée. Et encore une fois, on essaie d'être pragmatique et de ne pas utiliser les bazookas pour des trucs qu'on peut faire autrement quand on a possibilité de le faire. Question? Je n'ai plus de questions. Je voulais savoir si vous avez des autocorrections par rapport au synonyme ou antonyme, par exemple, dans la NER. Est-ce que vous avez aussi utilisé d'autres termes dans les SNOMED aussi? Ouais, en fait, on utilise entre les terminologies qui existent, donc SNOMED par exemple et ASIM10, il y a des relations.
Et donc, on peut utiliser les synonymes qu'on va récupérer des différentes relations pour enrichir la base. Et puis après, on utilise encore une fois des LM pour générer des dégradations, des autres façons de dire les choses. Et puis, on a aussi le retour des médecins qui codent dans l'outil, qui nous permettent, en plus de faire une autre feedback loop pour avoir en fait le plus de synonymes possible. Et un truc qui était intéressant, c'est que dans notre cas, on avait quand même fait des tests avec des vrais médecins, enfin, il n'y a pas de faux médecins, avec des médecins plutôt, où en fait, on leur avait fait coder des pathologies. Et en fait, on avait fait l'expérience de leur donner des fois tout le contexte de la consulte, ou des fois que le bout de phrase. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec les terminologies qu'on utilisait, alors on a une équipe en interne qui nous fournit ces terminologies, mais en fait, on s'est rendu compte qu'on avait à peu près les mêmes résultats. Et donc, c'est ça qui nous orientait vers quelque chose de plus simple, en fait, en se disant, on n'a pas forcément besoin, dans le contexte de la médecine de ville, d'avoir un truc qui calcule les embeddings sur tout le contenu de la consulte pour sortir des codes, parce qu'en fait, les médecins, à ce niveau-là, en fait, ça suffit d'avoir juste la phrase pour déterminer le bon code. Et donc, je pense que le mot, pour conclure, pragmatisme, je pense que c'est ce qu'on essaye de garder à Doctolib, en tout cas pour ce genre de projet. Voilà. Merci encore. Merci à tous les deux. Merci. Et pour la dernière présentation de la soirée, soirée, j'appelle Julien Jouganou pour la société Synapse Médecine. Voilà, je t'en prie. Tu as... 1, 2, 1, 2, ouais, c'est bon. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être là ce soir pour vous parler un petit peu de ce qu'on fait chez Synapse. Donc moi, c'est Julien, je suis responsable IA chez Synapse. Je vais passer très vite sur les slides corpo, mais ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'IA générative et surtout de la partie évaluation. Donc, on ne va pas trop s'attarder sur la partie vraiment IA générative, mais ce sera plutôt finalement qu'est-ce qu'on fait face à ces objets bizarres et comment on fait en sorte de comprendre un peu mieux ce qui se passe derrière et de s'assurer qu'on ne fait pas complètement n'importe quoi avec. Donc, Synapse, c'est une plus si jeune boîte. On a été fondé en 2017 à Bordeaux par 2 médecins et un ingénieur autour de la problématique finalement du bon usage du médicament. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on édite des logiciels d'aide à la prescription, qui sont principalement des composants qui sont intégrés dans les logiciels métiers. Donc typiquement, quand vous allez chez le médecin, il utilise un logiciel... Enfin, la plupart des médecins aujourd'hui utilisent des logiciels pour prescrire. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vend des briques qui peuvent être soit des API, soit des morceaux d'interface qui sont intégrés à ces logiciels-là et qui vont travailler autour de la sécurisation de l'ordonnance. Donc on va lever des alertes, on va permettre la saisie de l'ordonnance. Et on va aussi proposer maintenant des features un peu plus complexes, l'IA pour faire de la génération de recommandations, par exemple. Donc voilà, très rapidement, nos produits sont DM, on a intégré dans pas mal d'hôpitaux et dans pas mal de cabinets en France. On a aussi une filiale aux US, donc voilà. Donc, pour la présentation un peu large de la boîte, mais c'est pas du tout de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, puisque très récemment, donc il y a 2 mois, on a sorti un assistant IA, donc typiquement un chatbot à la ChatGPT, qui s'appelle MedGPT. Et donc, c'est plutôt de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Le besoin, finalement, il est né de ce constat-là, c'est que finalement, l'IA générative, quoi qu'on veuille et quoi qu'on en fasse, c'est quelque chose qui est déjà dans les pratiques des médecins. Alors, aux États-Unis, bien sûr, ils ont toujours un temps d'avance sur nous sur ces trucs-là. Donc, il y a déjà les 2 tiers des médecins aujourd'hui utilisent l'IA générative, enfin déjà depuis l'an dernier, donc probablement que maintenant c'est encore plus que ça, dans leur pratique quotidienne. En France, c'est pareil, c'est quelque chose qui est en train de gagner beaucoup dans la population française et aussi dans les hôpitaux. Donc il y a une étude qui a été faite dans un CHU moyen cet été, et ils ont comptabilisé 400 000 sur un mois connexions à des LLM génératifs, dont plus de la moitié sur ChatGPT. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et une grande partie aussi par des internes. Donc finalement, ça peut aussi avoir un côté un petit peu inquiétant de se dire que finalement, il y a beaucoup de choses qui sont déléguées maintenant à des IA, même au sein de nos hôpitaux. Et donc nous, c'est un peu face à ce constat-là qu'on s'est dit, OK, en fait, il y a un usage, quoi qu'on fasse ou quoi qu'on fasse pas, les gens vont utiliser ces outils, donc autant faire en sorte de proposer des alternatives qui sont plus qualitatives.
Du coup, on a sorti MedGPT. Donc, bon, je vais pas vous représenter tout le concept de ce que c'est qu'une IA générative à la ChatGPT. Typiquement, voilà, on a une barre de recherche où vous pouvez poser des questions et nous, on va répondre à ces questions-là en mobilisant des sources médicales qu'on a sélectionnées, notamment notre équipe médicale. Donc, c'est un peu comme ça qu'on se différencie de ChatGPT, parce que ce qu'on constate quand on utilise des outils d'IA générative, c'est que en fait, les connaissances, déjà, elles ne sont pas sourcées la plupart du temps, et quand elles sont sourcées, elles peuvent aussi faire référence à des guidelines qui ne sont pas des guidelines françaises, et en fait, on ne va pas soigner de la même manière aux USA ou en France, donc finalement, c'est important d'avoir un contrôle sur les sources qui sont exploitées par les modèles qu'on met à disposition des médecins. Alors bien sûr, on a fait, comme tout le monde a envie de faire dans ce genre de cas, on s'est comparé à ce qui se faisait finalement sur le marché, donc on s'est comparé à ChatGPT. Je ne vais pas rentrer non plus trop dans le détail, mais ce qu'on voit, c'est que quand on essaie de faire passer les ECN, c'est-à-dire les épreuves classantes qui permettent aux étudiants en médecine d'accéder à leur spécialisation, donc à l'externat, je ne sais plus jamais lequel des deux c'est, mais en tout cas, c'est l'examen de médecine, et bien finalement, on est un peu meilleur que ChatGPT et on se classe parmi les top, je sais plus, enfin, on est parmi les top étudiants français. Donc finalement, on se rend compte que une IA, si elle a accès aux bonnes connaissances, elle va être capable de restituer des choses intéressantes. C'est pas vraiment de ça dont je vais vous parler non plus. C'est une intro un peu longue. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que finalement, ça fait 2 mois que le produit est sorti. On a dû le recoder déjà quasiment intégralement 3 fois. Donc, ça n'aurait pas tellement de sens que je vous explique ce qu'on a fait, comment on l'a fait, puisque ce serait probablement pas valable la semaine prochaine. Par contre, tout ça, ça nous met face à un constat qui est de... tu mets la table, s'il te plaît? Avec plaisir. Ouais. Tout ça, ça nous met face au constat qu'en fait, on va être obligé de composer avec des technologies qui évoluent vite. Et du coup, c'est important d'être capable de tracer nos performances et de s'évaluer. Donc, c'est plutôt de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, pourquoi s'évaluer finalement? Pour mesurer sa marge d'amélioration, ça paraît être quelque chose d'important et on reviendra dessus tout à l'heure parce que ça joue beaucoup dans la façon dont on définit notre dataset et nos métriques. Pour vérifier qu'on respecte les spécifications, donc il y a tout un enjeu aussi de test-driven développement ou même de vérification des régressions, donc, typiquement des problématiques de testing assez classiques. Pour mesurer qualitativement, quantitativement les erreurs et les hallucinations, ça a été aussi évoqué à des précédentes présentations, mais c'est hyper important quand on fait de l'IA générative. Ça, je ne vais pas l'apprendre non plus aux gens de cette audience. Et après, éventuellement, pour se comparer. On a toujours envie de se comparer, on l'a déjà fait tout à l'heure. Mais c'est quelque chose qui est important. Donc, se comparer à ce que font les autres, à ce que font les autres algos, à ce que font les humains, et à ce que font des versions antérieures de nous-mêmes, finalement, si on veut vérifier qu'on fait mieux. Et finalement, on a décidé de se pencher sur tel nouveau modèle, est-ce que ça valait le coup ou pas? Voilà, donc c'est un des facteurs qui est vachement important pour nous aussi. Donc, les difficultés de l'exercice, j'en ai un peu parlé rapidement juste avant, mais il faut définir un dataset déjà. Ça, c'est assez complexe. Il faut éventuellement le faire évoluer. On se rend compte que bien souvent, un problème qu'on peut avoir, c'est qu'on va définir le dataset en fonction de notre algo au moment où on le lance. Mais peut-être que 2 mois après, en fait, on va être à 100% de réussite sur ce dataset-là. Donc, on va saturer un peu le benchmark. Et du coup, il va falloir redéfinir un nouveau dataset. Donc, il y a toute une notion de comment on versionne, comment on fait évoluer les datasets. Et après, le truc qui n'est pas trivial en machine learning, en deep learning, sur les algos d'IA générative, notamment, c'est de définir une métrique qui soit pertinente. Parce que on ne va pas comparer mot à mot ce que sort notre algo versus un gold standard. Ce ne sera pas intéressant. Donc, il faut avoir des métriques qui sont plus sémantiques que syntaxiques, je dirais. Idéalement, il faut que ce soit compréhensible parce que ce MedGPT pour Synapse Medicine, c'est un sujet de boîte, donc ça engage tout un tas d'acteurs dans l'entreprise, notamment des équipes produits, équipes médicales, business, com, donc ça implique tout le monde dans la boîte. Donc il faut qu'on soit capable d'échanger sur les métriques, d'expliquer pourquoi on est meilleur qu'avant, pourquoi on est moins bon des fois. Idéalement, il faut que ce soit reproductible. Ça, c'est pas non plus trivial quand on travaille avec des méthodes génératives. Donc voilà, c'est un petit peu les contraintes avec lesquelles on a évolué sur ce sujet-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a fait très concrètement? On a regardé ce que faisaient les autres, là encore. Parce qu'il y a plein de gens super intelligents qui ont réfléchi à ce sujet-là. Et donc nous, ce qu'on a regardé, c'est ce que faisait OpenAI notamment, qui ont publié assez récemment le Health Bench. Donc c'est leur méthodologie de benchmark sur des sujets
notamment de questions médicales. Donc en gros, ça consiste en quoi? On va rédiger un certain nombre de questions qui couvrent le périmètre fonctionnel de l'outil. Donc ça, c'est notre équipe médicale qui travaille là-dessus. Donc en fonction de la portée qu'on veut donner à l'outil, c'est-à-dire en termes de scope, déjà, quelles sont les spécialités médicales sur lesquelles on veut que l'outil soit pertinent. Donc est-ce qu'on veut qu'il soit bon sur des questions de cardio, de dermato? Donc il y a tout un panel déjà de périmètre fonctionnel. Quelle typologie de questions on veut être capable, à quelle typologie de questions on va être capable de répondre? Des questions complexes, des questions simples, des questions composées, des questions qui s'enchaînent. Voilà, il y a plein de, ça reprend un petit peu les spécifications de notre outil finalement. Pour chacune de ces questions, on va définir un gold standard, donc la réponse souhaitée, la réponse idéale d'après notre équipe médicale, là encore. Et on l'a définit sous la forme d'une checklist. Donc en fait, à une question donnée, on va faire correspondre un certain nombre d'éléments qu'on veut voir apparaître ou qu'on ne veut pas voir apparaître dans la réponse. À chacun de ces éléments, on associe un score qui vient pondérer finalement l'importance relative de ces éléments les uns par rapport aux autres, parce qu'il y a des informations qui sont qui sont indispensables, donc on va leur mettre un gros score, d'autres qui sont un peu facultatifs, donc il y a du must-have, du nice-to-have, et tout ça, on veut le pondérer. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on va aller filer à la fois ces questions, on va donc donner ces questions à notre outil qui va sortir une synthèse, donc qui va générer une réponse, et on va aller donner nos critères d'évaluation, notre gold standard, ainsi que la réponse qui a été générée, à un LLM juge qui va faire le travail pour nous d'aller noter les différents critères. Là, c'était la partie un peu abstraite, mais avec un exemple, ça va être beaucoup plus clair, normalement. Donc voilà un petit peu... alors j'espère que vous voyez bien, c'est peut-être un peu... ouais. Ça, c'est un petit peu c'est ce qui sort de finalement notre équipe médicale. Donc ça, c'est la troisième question de notre bench. La question, c'est quelle posologie pour le toplexil chez un enfant de 22 mois? Et notre médecin, notre équipe médicale a défini qu'il y avait deux critères face à cette question. Le premier, c'est il faut bien que dans la réponse, il ressorte l'information que le toplexil est contre-indiqué chez les enfants de moins de 2 ans. Donc, et à ce critère-là a été attribué un score de 10. Et le deuxième critère, c'est si tu mentionnes une posologie, quelle qu'elle soit, je t'enlève 10 points parce qu'en fait, comme c'est contre-indiqué, il ne faut pas que tu me donnes une posologie. Tu ne peux pas me dire ce médicament est contre-indiqué, donc il faut que tu enfiles un comprimé par jour. Ce n'est pas cohérent, donc je ne veux pas voir apparaître de posologie. Donc là, voilà la question. C'était quand même l'occasion de vous glisser un petit screenshot de MedGPT. Mais voilà la question et la réponse qui a été donnée. Donc on voit la réponse médicale, il y a le détail des sources qui ont été interrogées. Il y a un onglet qui vous permet d'aller consulter les sources directement et les pages desquelles l'info a été tirée. Et vous avez la réponse syntaxique qui dit bien que le médicament toplexil est contre-indiqué chez l'enfant de moins de 2 ans. Et après, il dit plein d'autres trucs, mais il conclut par le fait qu'on ne doit pas le prescrire ni l'administrer à un enfant de 22 mois. Et ça, c'est le compte-rendu que me sort mon LLM as a judge. Donc lui, je lui ai donné mes critères, la réponse qui a été générée par MedGPT. Et ce qui va me ressortir, c'est OK. Alors, j'ai pas le pointeur, c'est pas grave. Mais donc la première partie ici, c'est ma question numéro 3, premier critère. Donc c'est pour ça que vous avez sample 3.0 là. Il me dit, OK, le toplexil est contre-indiqué pour les enfants de moins de 2 ans, score 10. Donc ça, c'est une reprise de mon critère. Et lui, il me dit, OK, je vais ce test est passé avec un succès, avec succès. Le score attribué, donc le score de 10, qui avait été le score prévu pour cet item-là. Et il me donne une explication rapide. Bon, il me dit, voilà, l'assistant a clairement dit que le toplexil était contre-indiqué pour les enfants de moins de 2 ans. Voilà. Sur le second critère qui était, si tu donnes une posologie, je t'enlève 10 points. Là, il affecte un score de 0, c'est-à-dire qu'il ne va pas enlever les 10 points, parce que il constate bien qu'on n'a pas donné de posologie dans la réponse de l'assistant. On peut aller plus loin que ça. Donc là, on fait c'est un truc un peu à la Inception, quoi. On fait LLM as a judge. Donc ce qu'on a fait derrière, c'est que avoir des scores, c'est cool, mais même si on pondère les différents items, finalement, il y a des catégories d'erreurs qu'on aimerait bien regarder de plus près. Donc, ce qu'on fait, c'est que le rapport qui est généré par le premier LLM as a judge, éventuellement, on le file à un deuxième LLM qui, lui, va aller regarder parmi toutes les erreurs, finalement, quelles sont les typologies d'erreurs que je retrouve. Et donc, ça nous permet de comparer une itération versus une autre sur des critères qui sont un petit peu plus qualitatifs. Donc là, on a un certain nombre de typologies d'erreurs, des substitutions d'entités, des omissions partielles, complètes, voilà, des faux positifs. De la même manière qu'on a la criticité des
des erreurs aussi qui est jugée ici. Donc on voit par exemple la nouvelle version ici, elle fait plus de petites erreurs, mais moins de grosses erreurs. Donc je sais pas si, à l'arrivée, on ne sait pas si c'est vraiment beaucoup mieux, mais en tout cas, on a une description un peu plus fine de ce qui se passe, quoi. Fort de cette approche, on s'est rendu compte, je ne sais pas si des gens ici ont mis en ligne un assistant de ce type-là, mais ce qu'on voit assez rapidement, c'est que les gens essayent de craquer le truc. Donc assez rapidement, on s'est rendu compte qu'un des passe-temps favoris des gens, c'était soit de poser des questions sur des recettes de cuisine, soit d'essayer de nous faire cracher le prompt. Voilà. Donc on a fait un deuxième bench sous le même principe qu'on a appelé le sec bench, où là, typiquement, on a repris un petit peu toutes les attaques un peu malignes que les gens essayaient de nous pousser, et on s'assure qu'on ne dévoile pas les infos qu'on nous a ressorties. Donc on a 2 benches séparés, un pour la pertinence médicale, donc on a appelé Synapse Health Bench, qui est composé de 24 questions et en tout de 114 items à l'heure où j'avais fait les slides, donc je sais pas, ça a peut-être évolué, mais de 114 items qu'on vérifie effectivement par la méthode LLM as a Judge. Et donc le SecBench qui lui est composé de 22 questions, qui sont des choses qu'on a repris un peu dans les logs, et qui teste beaucoup moins d'items par question parce que essentiellement ça va être est-ce que la réponse contient mon prompt, quoi, ce genre de truc. Voilà. Au niveau des résultats, là je vous montre les scores actuels. Alors je les trouve assez intéressants parce que ils sont pas très, enfin en tout cas le S-Bench est pas très bon dans le sens où c'est 15 sur 20, c'est pas 19 sur 20 non plus, à 75%. Ça, c'est important parce que ça prouve aussi que notre métrique et notre bench, il n'est pas saturé, c'est-à-dire qu'on a de la marge de progression. On a fait un peu exprès, on a mis des questions très complexes, on a mis des questions qui sont encore aujourd'hui pas couvertes par les sources qu'on a intégrées, donc c'est normal qu'on ne sache pas y répondre. Ça va nous permettre de mesurer la progression de l'outil, encore au moins, je l'espère, sur quelques semaines, parce que les choses avancent vite, mais et ça évite de ressortir des nouvelles versions trop souvent, parce que dès qu'on fait ça, finalement, on perd la comparabilité avec les expériences précédentes. Le SecBench, lui, il est meilleur, mais c'est normal parce que lui, on a vraiment envie qu'il soit bon, quoi. Et encore, il pourrait être. On voudrait qu'il soit à 100%, quoi, idéalement. Essentiellement, ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est que ça coûte un peu cher quand même. En tout cas, en temps, enfin, c'est pas instantané. Et bon, il y a beaucoup d'appels à des LLM, donc on n'a pas envie de faire ça toutes les 5 minutes non plus. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on l'exécute à chaque release qui impacte potentiellement la réponse du modèle. Donc, s'il y a un petit changement de front, on ne va pas forcément lancer les benches, parce qu'on fait des releases quasiment tous les jours. Donc, mais voilà, dès qu'on touche un peu au RAG, au modèle, à ces trucs-là, on va lancer ces benches-là. Ça nous permet d'avoir un peu plus confiance en ce qu'on fait, notamment en interne, quand on voit tout ce qui se passe et tout ce qu'on teste et la vélocité avec laquelle on travaille. Ça nous donne quand même un point fixe, en quelque sorte, dans le processus de conception et de développement. Et ça devient un outil maintenant autour duquel on échange avec les équipes produits, les équipes médicales qui ont été impliquées dès le début sur la création du dataset et le suivi des performances. Donc c'est un outil assez intéressant, je trouve. Bien sûr, il est intéressant, mais il n'est pas parfait. Donc il y a plein de biais dans la façon dont on a déterminé le dataset. Souvent, le dataset, il a été un peu déterminé avec, enfin, les questions ont été posées avec l'outil devant, donc ça biaise un peu les attendus, et donc fatalement, il y a ce genre de biais qui peuvent apparaître. La façon dont on rédige les critères, on s'est rendu compte qu'elle avait aussi un impact sur la fiabilité du LLM juge. Notamment, des fois, il a tendance à être super strict ou pas assez strict selon la tournure de phrase qui a été employée dans le critère. Donc, on a un peu tâtonné au démarrage là-dessus. Il y a eu pas mal d'allers-retours, de reformulation pour être bien sur le même niveau d'interprétation humain LLM, qu'on va dire. Bien sûr, les pondérations, c'est hyper arbitraire aussi, donc c'est des choses qu'il faut qu'on fine-tune un peu. Et au final, ça ne rend pas compte de tous les aspects d'intérêt quand on développe ce type de produit, notamment le nombre de tokens, c'est quelque chose qui est très important aussi pour nous, parce que finalement, ça conditionne le coût, le temps de réponse. Voilà, il y a plein d'autres paramètres qu'il faut quand même garder en vue. Ce n'est pas une métrique qui les remplace ou les agrège toutes, mais c'est une métrique de pertinence qui nous semble intéressante. Et voilà, c'est tout pour moi. Question courte, réponse courte.
Charlotte de Doctolib, merci pour la présentation. J'avais 2 questions. La première, tu viens un peu d'en parler. Est-ce que vous avez mesuré la performance de vos LLM as a judge? Et si oui, comment? Est-ce que vous avez fait de la notation, par exemple? Et la deuxième question, tu mentionnais 24 questions, c'est ça, pour votre dataset? Dans quelle mesure c'est assez représentatif de la variété des questions que vous pouvez avoir sur la santé? Et est-ce que vous avez des évaluations online un peu peut-être moins détaillées pour mesurer aussi la performance online? Oui, très bonne question. Effectivement, c'est des sujets sur lesquels on n'a pas complètement convergé encore. Donc, sur la partie LLM as a judge, on n'a pas évalué la qualité du LLM as a judge, mais par contre, on a fait les rapports. En fait, l'avantage, c'est quand même qu'il justifie ses réponses et qu'il sort des rapports. Donc, ces rapports sous format JSON, on les a pas mal épluchés au démarrage. Donc, notre équipe médicale est pas mal repassée dessus, notamment sur les success égale false, quoi. On allait analyser les raisons. Et quand on s'est rendu compte qu'on n'était pas tout à fait d'accord avec lui, on a essayé de comprendre pourquoi. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on a itéré, qu'on s'est rendu compte que souvent, c'était le critère qui était mal rédigé. Après, on a des problèmes de variabilité aussi. C'est-à-dire que si on lance 2 fois le bench, on n'a pas 2 fois le même résultat. Alors, c'est à la marge. Ça vient plus d'ailleurs du MedGPT que du Judge. Mais donc non, en fait, pour répondre de façon courte à ta question, on l'a pas évalué avec des métriques en tant que tel, mais par contre, on est beaucoup repassé à la main dessus jusqu'à ce qu'on converge vers un niveau où finalement on s'est dit, OK, là, on est à peu près d'accord avec lui, on n'y touche plus trop, quoi. Et les 24 questions, c'est peu, effectivement, mais c'est mieux que rien. En fait, on l'a fait assez rapidement, cet assistant, donc ça nous a permis quand même de nous doter déjà de quelque chose. On est en train de travailler sur une V2 qui va justement se baser sur des questions qui ont été posées sur des forums, donc des trucs comme ça. On commence à avoir pas mal de questions utilisateurs, donc nous, en interne, on fait pas mal d'analyses, on fait du topic modeling ou des choses comme ça pour aller détecter un peu pour aller corréler, on va dire, les questions sur lesquelles on n'a pas forcément de réponse satisfaisante avec des typologies de thématiques, par exemple, pour être capable derrière d'aller peut-être enrichir des sources parce qu'il nous manque des sources. Donc voilà, on a tout ce travail aussi sur l'analyse des données et des logs. Voilà, je sais pas si ça répond. Ouais. Et du coup, Marie, Doctolib aussi, moi j'avais une question sur l'usage, donc au-delà des recettes de cuisine, est-ce qu'il y a des utilisateurs qui ont essayé de demander des diagnostics en fait au système et si oui, est-ce que c'était un fonctionnement que vous aviez prévu pour mettre pour votre modèle? Alors, je saurais pas te répondre. J'ai pas assez épluché les logs. On a vraiment des questions. On se rend compte qu'il n'y a pas que des médecins qui l'utilisent. On se rend compte effectivement qu'il n'y a pas que des questions médicales. Alors, on a quand même un premier filtre qui est de dire, OK, si la question n'est pas médicale, je te dis merci de me poser une question médicale. Mais en fait, le mec va te dire, j'ai vraiment besoin de cette recette de crêpes pour ma mamie qui est atteinte d'Alzheimer. Et là, on va répondre, quoi. Donc les gens sont forts pour. Mais c'est pas vraiment ta question. Mais sur les diagnostics, c'est très probable qu'on nous en envoie. On reçoit carrément des reports entiers des cas. Il y a des gens qui copie-collent carrément des dossiers patients. Donc ouais, c'est possible que. Merci beaucoup pour la présentation, super intéressant. Moi, c'est Adrien d'INRIA. Je me demandais donc dans la slide où on voit la sévérité un peu des types d'erreurs, qui est très intéressante. Est-ce que vous avez regardé un peu plus la typologie des erreurs, quoi? Est-ce que vous avez observé différentes typologies d'erreurs? Et notamment, si tu peux parler... Ah ben, super, j'avais peut-être pas vu, mais est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui est du type... eh bien, il faudrait vraiment pas qu'il réponde parce qu'en fait, il peut pas savoir ou il peut pas répondre à ce genre de questions. Alors là, attends, je lis du coup. La réponse, je l'ai pas vu, mais super. Ouais, il y a des choses qui se rapprochent de ça, notamment faux positifs peut-être. Non, je pense pas qu'on ait exactement ce typologie de type d'erreur. C'est des choses qu'on a mis un peu de côté bench. Donc il y a des questions où on dit on veut pas que tu répondes, mais peut-être pas assez effectivement. En fait, ce qui est assez compliqué sur ces méthodes-là, c'est même si on fait du RAG, même si on le contraint à utiliser des sources, c'est difficile de s'assurer qu'il utilise que les sources qu'on lui dit d'utiliser. Donc je pense que ça fait écho à peut-être ta question. Ça ressemble à la question que je voulais poser. Je m'appelle Samy de Core, une start-up en prévention. J'ai développé un assistant en suivant une méthode d'évaluation très très similaire. Et d'ailleurs, je fais partie des gens qui ont essayé d'avoir le prompt de MedGPT.
Tu l'as eu du coup ou pas? Non, ça n'a pas marché. Et j'ai fait les mêmes safety dans l'assistant. Et du coup, la complexité que je trouve, c'est comment faire pour que toutes les informations qui citent soient uniquement basées sur le RAG et le prompt et qu'il n'y ait pas des infos qui viennent du pre-training. Bah, ça, à date, je ne suis pas certain qu'on ait une solution miracle pour ça, mis à part lui sommer à multiples reprises dans le prompt de faire attention à ça et vraiment de lui demander de citer les sources à chaque fois qu'il sort une information. Mais à ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas de méthode qui garantisse un 100% là-dessus, quoi. Bien sûr, on fait en sorte de lui dire si tu trouves pas l'info dans les docs, tu réponds que tu sais pas. Ça, c'est des choses qu'on fait. Mais après, avoir la certitude qu'il va suivre systématiquement ces consignes-là, à date, je ne saurais pas dire. Je suis Théo, je suis data scientist. Bon, j'ai la chance de poser la dernière question. La médecine, c'est une science qui évolue et donc il y a des effets secondaires qui peuvent être découverts à l'avenir, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà en tête et que vous pensez anticiper à l'avenir, etc. Est-ce qu'il suffit simplement de modifier la base de connaissances ou ce genre de choses? Oui, pardon. Alors oui, c'est un très bon point. Donc là, je vous ai parlé vraiment de MedGPT, mais en réalité, c'est pas le gros de ce qu'on fait chez Synapse. Nous, une grosse partie de notre travail, c'est de nourrir une base de connaissances sur les médicaments. Donc on se base sur notamment la BDPM, qui est la base de données publique du médicament. C'est des sources qui sont mises à jour quotidiennement, que nous, on va crawler, parser, ingérer dans un graphe de connaissances. Donc tous ces aspects-là de maintenir la donnée à jour, c'est des choses qui nous parlent beaucoup. Et donc on se base, donc on a tous ces pipelines-là d'ingestion de la donnée, on s'appuie là-dessus aussi pour MedGPT pour garantir qu'effectivement on a la version à jour de la notice du médicament quand on répond, quoi. Et donc effectivement, s'il y a un nouvel effet indésirable qui a été remonté, normalement on va l'avoir au moment du RAG. Super, merci. Merci. On privilégie juste que, enfin, on va aller manger un peu de pizza après. Vous allez pouvoir poser vos questions après. J'en pose juste 2 pour les personnes en ligne. J'aurais dû privilégier les questions en ligne, c'est vrai. Donc, on en a une. Enfin, on a une première personne qui en pose 2, mais je les pose rapidement. Tu réponds très rapidement, s'il te plaît. Comment les modèles pré-entraînés Mistral se comportent dans le domaine médical? L'avez-vous fine-tuné? Et pour les ressources médicales, proviennent-elles de sources publiques? Ouais, alors comment les modèles se composent? En fait, nous, on utilise, donc c'est ce que j'essaie. En fait, notre vision de tout ça, c'est on essaie de découpler la connaissance métier qui, pour nous, provient de sources. Donc, on a, je crois, aujourd'hui 120 sources différentes qu'on intègre, de la capacité à résumer, et ça, c'est le LLM qui fait ça. Donc, Mistral, il sait très bien résumer des infos pourvu qu'on lui file les bonnes infos. Que ce soit Mistral, que ce soit OpenAI, les modèles fonctionnent très bien. Sur les sources qu'on utilise, effectivement, ce sont des sources publiques ou des sources type société d'experts, collège de spécialité. Donc, c'est des données que vous pouvez retrouver sur Internet qui sont libres d'accès. Ouais. Dernière question. France, quel modèle de Mistral AI faites-vous tourner en local sur votre infra comme cœur de MedGPT? Alors, on utilise les small parce que c'est petit. Après, actuellement, on est en bêta, donc on bench plusieurs types de modèles. Donc, on teste les modèles de Mistral, on teste les modèles OpenAI aussi qui ont le bon goût d'être hébergés en HDS. Donc, ça nous permet de les utiliser avec des données de santé aussi sans avoir besoin de les hoster nous-mêmes. Donc, ça, c'est des trucs qu'on compare aujourd'hui. On n'a pas convergé encore. Et d'ailleurs, il y a d'autres typologies de modèles qui peuvent nous intéresser à l'avenir. Merci. Merci beaucoup, Julien. Merci. On va faire un rapide et une courte conclusion avec Christelle. Déjà, on voulait vous remercier d'être venus aussi nombreux en présentiel et aussi pour les 80 personnes qui étaient en ligne. C'était chouette de vous voir ce soir. Merci Alice. Ouais. Une toute petite dernière slide parce qu'en fait, on a besoin de vous. Ouais, c'est juste avant pour s'assurer que vous restez vigilants. Juste avant les pizzas
et les quelques boissons qui vous attendent à l'extérieur. Donc, 2 choses. La première, un questionnaire de satisfaction qu'on aimerait bien que vous remplissiez. Il y en a pour moins d'1 minute top chrono. Juste pour nous indiquer en fait comment est-ce que ces sessions vous plaisent et est-ce que vous voulez qu'on renouvelle ces expériences l'année prochaine. On est en train de prioriser les sujets et on a besoin de votre aide pour savoir si ça vous plaît et si vous avez envie qu'on continue. Et je pense que je parle tant au nom de l'ANS que de l'INRIA. Et la deuxième chose, vous indiquez qu'on avait mis en ligne, c'est tout récent, ça date d'hier, sur le portail industriel de l'ANS, et c'est une initiative commune ANS et INRIA. On a voulu centraliser l'ensemble des meet-ups qu'on avait organisés depuis maintenant 2 ans et demi. Et donc, vous retrouvez l'ensemble des meet-ups et des replays et des programmes qui ont été partagés avec vous pendant 2 ans. Donc, n'hésitez pas à aller retrouver tout ça. Et le replay de ce soir sera disponible a priori demain ou après-demain. Et on vous enverra tout ça, évidemment, par mail, comme d'habitude. Merci à tous. Christelle ? Merci beaucoup. Merci à tous. Je vous invite à aller à l'extérieur, manger et échanger et partager. C'est le principal pour cet événement. Merci beaucoup.